Bonsoir à tous. C'est un plaisir pour moi, Jocelyn Husser, je suis le directeur du programme Master 2 Contrôle de gestion ici à l'IE d'Aix-Marseille. Je suis très heureux de vous souhaiter la bienvenue en mon nom, mais surtout au nom de la directrice Virginie de Barnier, qui n'a pas pu être là ce soir, mais qui vraiment tenait à vous accueillir et à vous dire tout le plaisir qu'elle a d'accueillir le monde académique, le monde professionnel et le monde des étudiants. Si cette journée est un succès, tant à la fois en termes de nombre de participants, mais également en termes de qualité d'échange, c'est bien à travers cet esprit qu'elle a voulu insuffler et les valeurs qu'elle a voulu développer ici à l'IAE d'Aix-Marseille. Je citerai simplement une valeur, c'est la valeur de l'engagement éthique et responsable des managers d'entreprises d'aujourd'hui et de demain. Et je crois que nous avons finalement insufflé ces valeurs cet après-midi à travers des échanges simplement de témoignages humbles autour du contrôle de gestion. Et nous allons continuer par cette conférence plénière autour du big data et de la business intelligence. Je voudrais simplement en quelques minutes donc remercier les personnes qui ont pu mettre à jour, développer depuis déjà 4 ou 5 mois cette journée du contrôle de gestion. Je citerai en premier David Soula, ici de la DFCG, qui va introduire la conférence plénière, et également Jean-Yves Trivière, qui est le responsable de la DFCG ici en Provence. Je remercierai également, je ne sais pas où il doit se cacher, Fabrice Verpillot, qui a insufflé depuis des années cet esprit-là, et je tenais à te remercier personnellement devant tout le monde parce que tu as travaillé énormément pour le succès de ces journées. C'est la 3e rencontre, je crois, et voilà ce que tu as pu générer au départ avec les premières, 2e rencontres. Donc, merci à toi. Et puis je remercierai également le personnel de l'IAE qui a œuvré depuis 4 ou 5 mois de façon invisible et qui fait que cette journée est bien huilée. Et je terminerai par un remerciement aussi tout spécial pour les étudiants de la promotion, parce que vous avez été là sur toute la journée. On ne vous a pas vu, simplement vous avez été là pour que toutes les choses se passent bien, depuis l'arrivée des voitures, à l'accueil des intervenants, en passant aussi par les micros qui marchent, comme vous pouvez le voir. Bref, je m'arrêterai là-dessus, parce que je n'ai pas envie de prendre 10 minutes pour vous remercier et vous accueillir. On va rentrer très vite dans le vif du sujet. Je vais passer la parole à Jean-Yves, je crois, si j'ai bien retenu, si j'ai de bonne mémoire. Puis après, Jean-Yves, tu passeras la parole à David et on lancera la conférence plénière. Voilà, merci. Juste quelques mots pour ceux qui ne connaissent pas la DFCG et pour ceux qui la connaissent aussi d'ailleurs. Donc, pardon. C'est mieux comme ça ou comme ça ? Comme ça ? Voilà, d'accord. Donc la DFCG, c'est la première association de directeurs financiers et de contrôleurs de gestion en France. En Provence, on est une région qui regroupe le Bouches-du-Rhône, le Var, enfin l'ouest du Var et le Vaucluse. Quelques chiffres, on a une grosse croissance au niveau de nos adhérents depuis plusieurs années. Donc on vient de terminer notre 2e année à plus de 30%. Donc on a fait 35 en 2015, on n'a fait que 32 en 2016. Donc on a raté les 2 fois 35% consécutifs, donc on a un petit échec à notre actif. La DFCG, c'est une équipe d'une dizaine de personnes en Provence, plus un certain nombre une vingtaine, 20-25 personnes à Paris qui sont des permanents. Et on a parmi nous Pierre-Yves Bing, qui est le responsable délégué général adjoint à la DFCG, qui est responsable aussi du pôle formation, qui nous a rejoint, qui a passé
la journée avec nous. Quelques mots sur nos prochaines réunions. Prochaine réunion, c'est le 23 mai à Marseille, c'est la rencontre de la finance en collaboration avec la FTE, la CEFIM et la Banque de France. La réunion d'après, c'est un club compétences sur la gestion du stress. On va faire intervenir Thierry Loine. Thierry Loine, c'est un ancien pilote de chasse, un ancien pilote de la patrouille de France et qui maintenant est pilote de bombardier d'eau. Donc je pense qu'en matière de gestion du stress, il devrait avoir 2-3 sujets à nous faire partager. Donc là, si ça vous intéresse, il y a 20 places, donc tardez pas. Et notre assemblée générale, grosse manifestation au mois de juillet, début juillet. Voilà, je voulais aussi remercier toutes les équipes de l'IAE qui nous ont aidés pour mettre en place cette réunion. Et je vais laisser la parole à David. Merci Jean-Yves. Eh bien à tous, tout d'abord, moi je voulais remercier tout particulièrement les intervenants des ateliers de cet après-midi. Vous l'avez vu, et je pense que c'est ce que nous aimons dans ces rencontres-là, c'est des moments d'échange avec des confrères, des moments d'échange avec des pairs, sur des problématiques qui sont des problématiques certes quotidiennes, des problématiques plus ou moins stratégiques, mais c'est ce qui vient nous alimenter, nous, dans nos métiers de la finance, ces moments d'échange, de confrontation, qui nous permet de prendre un bol d'oxygène parmi ces journées, ces semaines très tendues. On a terminé nos bilans, ça y est, on a lancé l'année 2017, et je trouve que ces moments où on arrive à se retrouver comme ça ensemble, et je vois, j'irai avec votre présence tous, la richesse de ces moments-là, il faut que l'on arrive à les faire perdurer. Nous sommes très contents avec la DFCG et l'IAE d'être sur la 3e édition. Moi, je vous lance déjà un appel pour l'année prochaine. Je vous donne déjà rendez-vous pour l'année prochaine. Et si vous avez déjà des sujets, des problématiques sur lesquelles vous pensez que cela peut être intéressant de venir en échanger et en débattre avec nous l'année prochaine, je vous invite à venir me faire signe après la conférence. Mais vous voyez, je pense que c'est des moments qui nous sont chers, on veut qu'ils perdurent. Et pour cela, je tenais encore une fois à remercier tous les intervenants des ateliers cet après-midi. Alors maintenant, nous allons rentrer dans le vif du sujet concernant cette conférence. Alors cette conférence, quand j'ai échangé avec les différents intervenants que je vais laisser se présenter tout à l'heure, on a voulu que ce soit une table ouverte, véritablement un moment d'échange. Ça va durer à peu près 1 heure, 1 heure et demie. Et puis ensuite, on vous laissera la parole et puis vous viendrez nous challenger, nous poser toutes les questions que vous voulez. Mais pendant 1 heure et demie, on va venir échanger autour de 3 sujets. Alors bien évidemment, le sujet central va être la Big Data. Mais avant de parler de la Big Data, on parlera en introduction de la mutation que l'on est en train d'observer à différents domaines concernant le contrôle de gestion. Et puis on terminera, après la Big Data, sur les outils. On parlera de la BI, mais vous verrez, on en parlera de bien d'autres. Et c'est pour ça qu'on a, voulu cette question, est-ce que la BI est la solution ? Alors, je vais laisser la parole à chacun des intervenants pour qu'ils puissent se présenter à vous. Rapidement, votre parcours, quelle est votre entreprise et qu'est-ce que vous faites, votre mission. Joël. Bonsoir, Joël Fage, je suis responsable financière dans une structure associative. Je la présente je vais y arriver, hein. Puisqu'on travaille toutes les deux au même endroit. Donc moi, je vais vous présenter plus les aspects financiers de cette structure et Cécile vous présentera plus l'activité et ses missions. Donc c'est une structure associative avec 70 personnes salariées, un panel de 500 professionnels et formateurs occasionnels qui viennent intervenir auprès de nos étudiants. Et on a un budget d'environ 6 millions qui est financé pour 70% par le conseil régional et 30% pour la formation continue, donc d'organismes privés et d'entreprises. Cécile. Bonsoir, donc moi je suis Cécile Suffren, directrice administrative et qualité à l'IRTS. Donc l'IRTS c'est une association qui a maintenant 60 ans et qui forme les travailleurs sociaux de la région PACA et Corse. Donc travailleurs sociaux, si on va se rencontrer en termes de secteur, parce que je crois que on est plutôt sur une logique, on va dire associative, avec des métiers qui sont les éducateurs spécialisés, assistantes sociales, et on va jusqu'à former des directeurs d'établissement avec des masters spécialisés, des diplômes de direction, de chef de service.
Voilà, donc on a à peu près 1200 étudiants par an, répartis sur plusieurs sites marseillais et alpins, et après en intervention dans les différents établissements du secteur, et préciser que le secteur sanitaire et social aujourd'hui est le premier employeur en PACA. Voilà, j'arrête là. Bonjour, je m'appelle Laurent Thomas, je suis consultant avec un parcours relativement classique. J'ai eu le plaisir d'être diplômé de l'IAEDEX il y a maintenant quelques années, pas tant que ça. Ensuite, j'ai passé quelques années chez KPMG Audit. Ensuite, j'ai eu le plaisir de travailler pour un groupe marseillais qui à l'époque était en pleine forme. Donc, pour en finir, directeur comptable et du contrôle de gestion de la France. Donc, c'était tout compris une équipe d'à peu près 50 personnes et quelques milliers de personnes qui avaient le plaisir de travailler avec nous. Et puis ensuite, je me suis mis à mon compte donc en tant que consultant avec 2 activités au démarrage, de la direction administrative financière du contrôle de gestion pour les PME TPE qui n'avaient pas nécessairement la structure financière pour s'équiper totalement, donc je le faisais à temps partagé, et puis des missions d'expertise auprès des entreprises, grosso modo tout ce qu'elles n'arrivaient pas à faire parce qu'elles n'avaient pas la compétence en interne, je leur proposais mes services. Aujourd'hui, c'est la quasi-totalité de mon secteur d'activité, et donc en ce moment, je travaille pour Lyondell Basel, c'est pour ça que c'est écrit sur mon petit badge. Bonsoir, Olivier Pasquier. Donc moi je représente Jedox. Jedox, c'est un éditeur de logiciels, c'est une société allemande qui a 200, un peu plus de 200 personnes maintenant, et qui édite une solution qui est une solution de business intelligence et de pilotage de la performance. Donc on est présent dans 4-5 villes en Allemagne, en France donc depuis 6 ans, aux États-Unis, en Asie, etc. Et donc on accompagne les PME et les grandes entreprises dans leur croissance, en mettant en place en particulier, en leur permettant de piloter leur activité. Oui, bonsoir, Lydie Tionka. Donc moi, j'ai ma structure qui s'appelle Expert Décision. On intervient c'est une très petite structure. On intervient sur 2 activités. Donc le décisionnel, la mise en œuvre de systèmes d'information de business intelligence, et l'accompagnement au changement des systèmes d'information quand il y a des gros pas, on va dire, soit technologiques, soit fonctionnels à franchir. Et je travaille principalement avec un réseau donc, de petites entreprises ou de consultants qu'on connaît bien et qui sont hyper spécialisés, et c'est notre volonté. Voilà. Bien, merci. Alors, quant à moi, je suis effectivement membre de la DFCG Provence, mais par ailleurs, je suis directeur financier du groupe Horeca. Nous sommes une entreprise familiale, 60 millions de chiffre d'affaires, un petit peu plus de 200 personnes. Nous sommes dans une activité atypique. Pourquoi je dis atypique? Parce que nous sommes dans le sport automobile. Nous avons trois activités. La première activité, nous sommes constructeurs de véhicules de course. Et notamment, si certains dans la salle sont fans des courses d'endurance, vous aurez à cœur à regarder cette année les 24 heures du Mans, où nous avons quelques voitures d'engagés. On va dire qu'il y a plus de 15 voitures Horeca qui sont au départ cette année des 24 heures du Mans. On est très fiers de cela. Ensuite, nous avons un département événementiel. Nous sommes une agence qui accompagne les constructeurs et les manufacturiers à faire vivre de l'expérience de conduite pour leurs clients. Et puis enfin, nous avons un département retail qui est spécialisé dans la vente et la distribution de pièces et accessoires pour la pratique du sport automobile. Et la particularité également de ce dernier département, c'est que nous sommes ce que l'on appelle un omnicanal. Nous avons une multicanalité, à la fois nous avons de la vente par téléphone, nous avons un site internet qui est un site internet qui ne cesse de croître, mais également des boutiques et des ventes itinérantes. Vous voyez, à la fois nous sommes petits, parce qu'on se dit ETI, 60 millions c'est pas bien gros, mais nous avons une croissance forte de plus de 10 points chaque année, et en même temps cette pluriactivité qui nous amène à nous poser à la finance, au contrôle de gestion, je dirais beaucoup de questions et d'agilité. Alors,
Maintenant qu'on a fait ce tour de table, que les présentations sont faites, moi, on voulait commencer par un constat qui est aujourd'hui cette mutation du contrôle de gestion. La mutation, on en parle tous, on la voit venir. Alors peut-être encore plus vous, les étudiants, mais nous qui sommes dans les entreprises, on voit que des choses sont en train de pousser et de grandir. Alors la première des choses, c'est concernant l'accélération de tous les cycles de reporting. Jusqu'alors, les grands clôturaient à J+1, pour pas dire des fois à J-3. On voit que c'est en train de redescendre et que tout le monde est en train de clôturer de plus en plus vite. On voit que la volumétrie que l'on a à traiter dans le quotidien est de plus en plus importante, et ce sont des choses auxquelles nous sommes confrontés récemment. Une chose également sur la mutation, c'est concernant les moyens dont nous pouvons disposer à la finance. On voit que bien souvent, l'entreprise reste quand même réticente à investir dans d'autres outils que l'ERP. Nous avons des jolis ERP, on a investi, on a fait des grosses migrations. Johan Perrassini nous en parlait, on voit les impacts de ça sur nos organisations. Et puis derrière, on a des beaux tableaux Excel, mais hormis cela, je dirais, on est bien pauvre. L'autre mutation que l'on observe, c'est que nous avons aujourd'hui tous dans nos poches nos fameux smartphones et que nos opérationnels ont tous l'envie, pour ne pas dire le besoin incessant, de suivre leurs activités sur ces mêmes tablettes. Donc aujourd'hui, on a beau leur envoyer des beaux tableaux Excel ou des PDF, mais maintenant l'information telle qu'elle était transmise encore hier ne suffit plus, et on voit que l'accessibilité mobile est de plus en plus croissante. Et puis enfin, on en parle, comment le contrôle de gestion, comment les financiers sont de plus en plus à côté des opérationnels et non plus les gardiens du chiffre dans leur tour de Babel. Et ils ont cette nécessité permanente d'être à côté des opérationnels. Donc voilà aujourd'hui le contexte de cette mutation que nous pouvons vivre. Et donc je voulais commencer avec Laurent, pour avoir échangé avec vous, Laurent. J'aimerais que vous nous éclairiez sur cette vision de la mutation. Pour avoir échangé, vous me disiez que cette mutation n'était peut-être pas forcément la même et pas perçue de la même manière selon la taille de l'entreprise. Non, tout à fait, selon la taille et même selon son positionnement sur son marché. Globalement, si on fait un peu d'histoire, moi quand j'ai commencé le contrôle de gestion, on disait quoi ? Il fallait expliquer, rendre les résultats, il fallait voir où on en était par rapport au budget, faire effectivement nos beaux tableaux. Et il s'avère que maintenant, c'est plus suffisant. Ce qu'on attend du contrôle de gestion, moi, les demandes que j'ai de mes clients, c'est qu'ils veulent plus savoir quelle est la performance de l'entreprise, ils veulent savoir pourquoi on a cette performance-là. Et ça change tout. C'est-à-dire que d'éléments uniquement quantitatifs qu'on pouvait extraire effectivement des ERP, maintenant, c'est terminé. Il faut intégrer du qualitatif. Il faut intégrer d'autres domaines qui ne sont plus uniquement les quantités vendues, les prix, les effets prix, les effets quantité, c'est terminé. Il faut aussi intégrer les autres domaines qui sont l'environnement juridique, qui sont les effets du personnel, qui sont des effets organisationnels. Et ça, c'est des données qui modifient complètement l'appréhension qu'on a du métier. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, on se retrouve avec des entreprises qui ne sont plus uniquement en position d'analyser leurs performances avec leurs données propres, les données endogènes. Il faut aussi qu'elles prennent en compte les données externes de leur environnement. Ça, c'est la grosse révolution. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se rend compte que... moi, on m'a parlé de la mondialisation, ça faisait 10 ans que j'en entendais parler, je ne l'ai jamais vu. Et puis d'un seul coup, on s'est rendu compte que pour beaucoup d'entreprises et beaucoup d'intervenants, l'arrivée du web a fait que l'effet géographique qui faisait qu'on avait des marchés locaux et qu'on arrivait à les maîtriser, les analyser, cet effet-là a disparu, a explosé. C'est-à-dire qu'on a des concurrences d'intervenants qui n'ont pas les mêmes règles que nous, les mêmes règles juridiques, les mêmes règles en termes de coût de revient, etc. etc. Et on se retrouve aussi typiquement... quand on voit l'impact de tous les réseaux sociaux, à avoir une déstructuration de la maîtrise du commercial dans l'entreprise, parce qu'on ne maîtrise plus ça. Il faut aujourd'hui des gens qui sont en capacité de gérer ces points-là. Donc, c'est vrai qu'il y a cet aspect-là qui rentre en jeu, et puis il y a effectivement, c'est plus ou moins sensible suivant la taille de l'entreprise. Par contre, ce qui est assez remarquable, c'est que quand j'ai commencé, pareil, à travailler avec des TPE, le contrôle de gestion, il n'existait pas
Il n'y avait aucun besoin. Le chef d'entreprise connaissait son business, connaissait son marché, connaissait son produit, et tout allait très bien. Sauf que maintenant, non seulement pour ces raisons-là, c'est-à-dire que beaucoup de TPE se lancent sur Internet et ont de grosses difficultés parce qu'il faut quand même qu'elles arrivent à analyser leurs performances, pourquoi ça marche pas. Et puis, le fait que l'environnement s'est complexifié. Même l'environnement local sur des marchés locaux. C'est de plus en plus difficile. Et le chef d'entreprise qui a soit une capacité commerciale, soit une compétence technique, soit une compétence technologique, il peut plus il n'arrive plus à apprécier la totalité de son environnement. Très bien, merci Laurent. Alors Joël, quand on parle d'IRTS dans ce contexte associatif, votre éclairage va être très intéressant. Comment vous vivez cette mutation ? Vous me disiez que le contrôle de gestion aidait de plus en plus à piloter et que c'était quelque chose de nouveau, que c'était un nouvel élan que vous aviez dans l'association. Complètement. Il faut faire aussi un petit rappel de l'histoire au niveau de l'IRTS. L'IRTS était financé à l'époque par l'État. L'État donnait une dotation globale et on avait, on va dire, une liberté assez souple par rapport à ce financement. Il y a eu un transfert de compétences maintenant depuis un peu plus d'une dizaine d'années où les conseils régionaux nous ont demandé effectivement un peu plus d'éléments au niveau de l'utilité de ce financement. À travers ces outils-là, on a vite compris au sein de l'IRTS que les outils qui étaient mis en place n'étaient pas assez performants. Et du coup, on a mis en place le contrôle de gestion qui n'existait pas. C'est-à-dire le contrôle des heures distribuées en fonction pour nos étudiants, la détermination des coûts sur une formation. Donc ce contrôle-là, cette mutation-là nous a permis aussi d'appréhender justement une sorte de pilotage. Là, c'est par contre une acculturation de la performance, parce que dans un système associatif, la performance ne s'entend pas de la même manière. Donc du coup, forcément, le contrôle de gestion était perçu comme un contrôle et non comme un outil d'aide à la décision. Donc au fur et à mesure, il y a eu cette acculturation-là et on arrive au fur et à mesure à mieux appréhender ce contrôle-là. Très bien. Cécile, pour rester chez IRTS un petit moment, on en parlait, est-ce qu'on peut dire que petit à petit, votre association est en train de devenir une entreprise ? Alors oui, elle est en train d'adopter un modèle entrepreneurial. Voilà. Elle n'est pas une entreprise dans le sens où on est une association 1901, donc on n'a pas de profit et on réinvestit les bénéfices réalisés chaque année. On est bien évidemment subventionné par un fonds public, donc on doit justifier, puisque l'État aujourd'hui et les collectivités ont quand même une raréfication de leurs fonds, donc justifier la bonne utilisation des fonds publics, et là j'ai envie de dire qu'en tant que contribuable c'est une très bonne chose, mais du coup on se doit d'adopter un modèle entrepreneurial. Donc on n'arrive pas avec nos gros sabots en parlant de marketing et de contrôle de gestion, où on y va un peu plus finement dans l'accompagnement au changement, mais on n'a plus le choix effectivement que d'adopter des modèles entrepreneuriaux, où effectivement on s'équipe de RP et on investit tous les champs que les entreprises privées ont effectivement investi depuis de nombreuses années, complètement. Très bien, merci. Olivier, on en parlera plus en détail tout à l'heure au travers des solutions GEDOX, mais effectivement, comment vous également, vous pouvez nous éclairer sur la mutation que sont en train de vivre les entreprises et que vous partagez avec elles? Alors moi je travaille surtout avec des PME et des grands comptes et on a vu sur ces 10-15 dernières années un vrai changement du métier du contrôle de gestion qui est un peu inhérent aussi à l'évolution, on parle de big data, mais à l'évolution des technologies de toute façon, puisque ça va très 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 vite et il y a 10 ans on était vraiment déjà dans un autre monde et on se retrouvait un peu dans deux cas de figure. La plupart des PME qui travaillaient dans un ERP et beaucoup dans Excel, parce qu'ils trouvaient justement une souplesse, une facilité d'utilisation. Et puis, certaines PME et d'autres grands comptes qui prenaient des gros systèmes, des IBM, etc., et qui arrivaient avec un outil qui leur permettait d'analyser ce qui était fait auparavant et puis éventuellement d'avoir un peu une vision sur ce qui allait venir dans le futur. Et c'est ce qu'on trouvait dans 10 ans. Et du coup, on retrouvait... C'était des outils qui étaient assez rigides, assez flexibles, et il y avait énormément de temps dans le contrôle de gestion qui était passé à vérifier la donnée qu'on récupérait, que ce soit une donnée interne à l'entreprise, mais qui devait être qualifiée, parce que quand on a des informations qui arrivent
d'une centaine de pays ou de 400 supermarchés, et qu'on vous envoie des fichiers Excel, il faut qu'ils soient dans le bon format, etc., etc. Et donc il y avait une vraie perte de temps sur la qualité des données. Et voilà, si on voulait mettre en place un rapport et essayer un peu de piloter son activité, c'était un peu compliqué parce qu'on s'appuyait beaucoup sur l'outil. Et on voit cette mutation maintenant depuis quelques années, et on retrouve maintenant des outils qui sont mis en place et qui donnent beaucoup plus d'autonomie aux utilisateurs métiers. Et donc on va retrouver un contrôleur de gestion qui va vraiment pouvoir faire son travail, c'est-à-dire qu'il va recevoir une donnée qui est déjà qualifiée et qui va vraiment, donc d'une part, analyser l'information, et comme vous le disiez, qui est propre à l'entreprise, mais également il y a énormément de data aujourd'hui qui sont disponibles, des données publiques ou non, ou dans les réseaux sociaux. Il va pouvoir les avoir beaucoup plus facilement qu'avant, beaucoup plus rapidement, et il va en même temps, toujours par cette innovation technologique, avoir cette capacité à rapidement pouvoir créer des rapports, mettre en place et avoir une visibilité à 3, 6, 9, 12 mois sur son activité, et donc prendre des décisions très très concrètes. Parce que là, pas tout le temps, mais la plupart du temps, on avait du mal à trouver le temps justement pour avoir cette vision-là. Merci. Lydie, vous accompagnez effectivement les entreprises, vous êtes à côté des équipes finance et des équipes également IT, mais surtout finance, on en reparlera avec chacun d'entre vous. Comment vous observez cette mutation, et en même temps, vous me disiez peut-être les petites entreprises, les ETI sont encore plus demandeurs que ne peuvent l'être les grands groupes. La maturité là aussi et le niveau de mutation n'est pas le même. Oui, tout à fait. Et le monde a changé. Là où avant la petite entreprise n'exprimait pas le besoin d'analyser ses chiffres, de se projeter et de savoir comment elle se positionnait, aujourd'hui elle a vraiment besoin de savoir, pour être performante et continuer à dégager des bénéfices, du moins à exister, elle a vraiment besoin de savoir où elle se situe. Et moi je trouve surtout depuis quelques années, depuis l'arrivée du web, c'est beaucoup l'échelle de temps qui a changé. Avant, donc, les petites entreprises ne se projetaient pas. Les grandes avaient le temps de faire des projets monumentaux qui duraient plusieurs années. Aujourd'hui, le temps s'est quand même réduit, y compris pour les grandes entreprises. Le projet qui prenait 5 ans, il a plutôt tendance à prendre 2 ans maintenant. Par contre, la petite entreprise ne peut pas se permettre de mener un projet et de mener 2 ans de projet pour avoir des chiffres. Donc, elle est beaucoup plus réactive et impliquée, on va dire, pour concrétiser son besoin et formaliser ses analyses, son reporting de gestion et son positionnement. Très bien, merci. Alors, maintenant que nous avons abordé effectivement ce contexte de la mutation, on va rentrer dans le vif du sujet, et on va rentrer dans le sujet de la big data. Alors, la big data, tout d'abord, on va essayer d'échanger sur ce sujet pour se dire, la big data, c'est quoi ? Parce que, je dirais, quand j'ai préparé avec chacun d'entre vous, j'ai essayé de me documenter, parce que tout comme vous, j'étais très interpellé par le sujet de la big data. Tout le monde nous en parle, on peut lire quasiment 4 fois par jour la big data, elle est partout. Notamment, Pardon ? La DFCG s'est emparée bien évidemment du sujet, son président Philippe Audouin en parlait, notamment il en parlait en introduction, en préface du cahier technique qui est l'Observatoire du contrôle de gestion. Je vous invite d'ailleurs à le lire, c'est très intéressant. Chaque année il y a un travail je dirais, qui est réalisé sur quel est notre métier, comment est-il en train d'évoluer, et on parle notamment de la big data. Et donc là, je recitais ce que disait Philippe Audouin, et qu'effectivement, il y avait un bouleversement profond dans l'entreprise en ce qui concerne cette big data, et qu'elle devait en même temps permettre aux contrôleurs de gestion que nous sommes à passer moins de temps à collecter. Vous avez commencé à en parler, on va passer moins de temps à collecter, et on va être enfin, dans ce que l'on attend tous, passer plus de temps à analyser et à communiquer les chiffres. Donc voilà ce qui est en train de nous promettre la big data. Alors quand on dit ça, pour autant, on voit que cette définition n'est pas simple. On a un périmètre qui est très large de la big data, et en même temps, c'est un périmètre qui est extra-financier. Et dans le contexte de cette mutation, on voit que nous mesurons tout cet enjeu, et que collecter une donnée pour aboutir à une analyse fine ne va pas être chose simple. Alors je commencerai avec Cécile. Quand on parle de big data chez IRTS, où est-ce qu'elle se trouve ?
Et enfin, on va évoquer la big data qui est complémentaire à l'élément financier. Vous me disiez que vous avez d'un côté tout ce que vous avez dans vos outils financiers, puis vous avez la big data qui est très complémentaire. Donc comment vous nous éclairez là-dessus? Où est-ce que vous la trouvez et comment est-elle complémentaire à l'axe financier? Alors, je rentrerai par le fait qu'on est sur un marché fortement atomisé, puisqu'on est sur un marché de la formation professionnelle et formation initiale, et que du coup, les éléments de différenciation de l'IRTES vont se situer plutôt sur la qualité et les stratégies de différenciation aussi par tout ce qui est communication marketing. Donc aujourd'hui, la qualité, ça veut dire recueillir la satisfaction client qu'on pourrait recueillir traditionnellement par des enquêtes de satisfaction en fin de cours, en fin de module, ou en fin d'année, ou fin de cursus. Mais pour autant, on voit bien que l'info, elle se situe aussi des fois ailleurs, sur les réseaux sociaux, sur les sites internet, sur les forums, sur lesquels les étudiants communiquent et se posent des questions, et même entre eux échangent sur les opportunités d'aller dans un centre de formation ou dans l'autre. Et du coup, c'est comment on s'acculture à ces outils-là et on les utilise, on les transforme pour les réinvestir dans notre entreprise. Donc effectivement, c'est d'aller davantage sur les données externes utilisées par nos futurs étudiants ou futurs clients établissements pour les récolter. Donc elles se situent à l'extérieur, essentiellement. Après, avec le RP, on a pas mal de données, mais je ne sais pas si on peut parler de big data à ce niveau-là, je ne crois pas, j'en sais rien. Très bien. On verra ça tout à l'heure. Laurent, quand on parle de votre expérience actuelle chez Lyondell, quand on parle de big data, alors là, ça doit être de la big data. C'est de la data big, je dirais. Data big. Bon, Lyondell Basel, juste pour situer un peu, c'est une entreprise pétrochimique qui se situe à Berre. Et c'est vrai que, comme toute entreprise pétrochimique, c'est une industrie qui génère des chiffres, que ce soit les quantités ou les chiffres financiers, assez intéressants. Donc, ceci dit, étant principalement un site de production, on se retrouve avec une problématique de gestion de volume de données très important. Mais on ne peut pas pour autant parler de big data parce qu'on reste sur des données qui... là, c'est réellement du B2B avec une industrie entre guillemets basique, c'est-à-dire que les données exogènes dont je parlais, c'est-à-dire l'interaction des marchés est assez limitée dans le sens où on produit des produits qui sont faits par 5 firmes dans le monde, avec des marchés qui sont stabilisés, des prix qui flottent soit, mais on n'a pas vraiment besoin d'analyse empirique sur du qualitatif sur l'environnement de l'entreprise. Par contre, on a une vraie problématique de volumétrie de data. Et alors c'est vrai qu'on est aidé maintenant parce que, comme vous disiez, les prix ont bien chuté. Maintenant, stocker de la data, ça ne coûte plus rien. Traiter de la data, avoir un peu de mémoire et des processeurs puissants, ça coûte beaucoup moins cher qu'avant. Donc c'est vrai que c'est simplifié. Et puis maintenant, Excel, vachement mieux qu'avant. On n'est plus limité à 65 000 lignes, c'est le bonheur. Mais dans les faits, on ne peut pas, à ce niveau-là, parler de big data. D'accord. Olivier, vous nous disiez, éclairez-nous sur votre point de vue. Vous dites aujourd'hui, on est aux prémices de la big data. Oui, là encore, si on prend une échelle de temps, mais on a une petite idée de ce que peut permettre de faire, peuvent traiter les problématiques big data dans 1 an et demi, 2 ans, mais on n'a aucune idée de ce que ça peut être dans 5 ans. Aujourd'hui, on traite des problématiques dont, là encore, on n'avait pas idée il y a 5 ans. On fait des choses, par exemple, assez intéressantes. AXA, par exemple, veut analyser les impacts, par exemple, d'une tempête, la tempête Xynthia, c'était il y a bien plus de 5 ans, mais c'est pas très grave, en analysant un peu les commentaires qu'il y a sur Twitter. D'accord ? Ou alors, il y a beaucoup de données publiques et on va pouvoir aller chercher chiffre d'affaires en fonction d'une région, du revenu, d'une rue, d'un arrondissement, etc. Ou alors, on a encore la possibilité, alors ça va, je crois que ça existe déjà sur certains sites, de suivre des clients dans un supermarché et de suivre leur trajet avec des bandes spécifiques, et on va sauvegarder cette analyse-là, et après on va pouvoir l'analyser justement, et voilà. Là on est vraiment sur des problématiques big data. C'est des choses qu'on pouvait de toute façon pas faire d'un point de vue technologique il y a 6, 7, 8 ans, qu'on pensait pas faire il y a 3, 4 ans, qui sont là aujourd'hui. On sait à peu près ce qu'on va faire dans 1 an ou 2, mais ce qui va arriver dans 4, 5 ans, enfin
en tout cas, moi, je ne sais pas ce que ça peut être. Il y a le blockchain qui arrive, etc. etc. Il y a une évolution qui est excessivement forte sur ces problématiques-là. Et quand je disais que c'était aux prémices, c'est qu'effectivement, il y a de plus en plus d'objets connectés, on est suivi tout le temps. J'ai lu hier ou avant-hier dans le journal que lorsque vous téléchargez l'appli Uber, en fait, ils récoltaient des tonnes de données partout où vous alliez, etc., etc. Là, on est sur des problématiques Big Data, et eux, ils en ont une utilité. Alors, Uber, c'est une des petites sociétés... elle fait partie du petit groupe de sociétés qui ont cette capacité-là. Mais dans 2 ans, tous les grands comptes et la plupart des PME vont avoir cette capacité alors, la donnée existe parfois, hein, mais à pouvoir l'intégrer facilement et à pouvoir l'analyser et l'utiliser ensuite pour... je ne sais pas, je veux faire tel type de promotion parce que je me rends compte que si j'analyse ce qui s'est passé pendant 50 ans sur cette zone-là, etc., etc. Donc, la Big Data arrive, mais on ne sait pas encore ce que ça va être. D'accord. Alors, Lydie, on le voit effectivement, ce sujet de Big Data, il est vaste, il regroupe effectivement beaucoup de choses. Et puis, en même temps, et là, moi je parle avec mon expérience, ça peut être effrayant en même temps, parce qu'on nous parle de Big Data, et puis, moi, de ce que j'ai entendu, de ce que j'ai lu, c'est qu'on nous dit que l'on est riche d'un pétrole de cette Big Data, et qu'avec ce nouveau pétrole, on va faire la richesse de l'entreprise de demain. Donc, quelque part, on se dit, est-ce qu'on a une mine devant nous ou est-ce qu'on l'a pas ? On voit qu'il y en a de partout, on a du mal à la collecter, et puis en même temps, on a du mal à l'appréhender. Donc, éclairez-nous un peu là-dessus. Et déjà, quand on parle Big Data, est-ce qu'on peut arriver à normer un peu la Big Data ? Oui, tout à fait. Donc, je pense qu'on va passer au slide suivant. Donc, en fait, aujourd'hui, il faut s'accorder sur ce qu'on appelle Big Data. Et c'est un mot, évidemment, qui vient... du vocabulaire anglo-saxon, mais on va dire qu'il est quand même assez normé. Aujourd'hui, Big Data, c'est 3 choses. C'est le volume de données, donc vous venez tous d'en parler, il y a de plus en plus de données. Des données qui changent très vite, c'est nouveau par rapport aux ERP et on va dire à la donnée interne propriétaire à une entreprise. Aujourd'hui, il y a de la donnée partout et elle évolue en temps réel et surtout par rapport à hier, on a besoin de l'analyser de plus en plus en temps réel. Donc c'est un facteur nouveau, on appelle ça la vélocité, la capacité de la donnée à changer très vite. Et surtout, par rapport à hier, on a une variété de données qui est énorme, qui n'est plus seulement endogène, mais surtout externe à une organisation quelconque, avec bien sûr le web, les réseaux sociaux, les images, les vidéos, enfin une collection, on va dire, de données très très différentes et qui n'est pas forcément structurée, donc qui n'est pas dans une base de données, qui n'est pas maîtrisée par une organisation et qui est complètement déstructurée. On sait analyser des ventes dans une table, mais on ne sait pas analyser ce qui se dit sur les réseaux sociaux, on ne sait pas analyser des vidéos, des images. Comment récupérer de l'information à travers tous ces nouveaux éléments qui quand même constituent notre environnement digital, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est dans un monde digital. Donc en fait, c'est ces 3 facteurs, ces 3 composantes de données. Hein. Gardez-le toujours à l'esprit, parce que beaucoup de gens vous disent « moi je fais du big data », mais ils pensent simplement au volume de données internes. Ce n'est pas que interne, c'est de la donnée externe, de la donnée qui change vite et qui n'est pas structurée. Cette notion-là, moi, je l'ai retenue, je la trouve très, très intéressante. On parle des 3 V. Hein, oui. Vous le voyez, on a volume, vélocité, variété. Et là, maintenant, on va parler des 2 V complémentaires qui viennent. Alors, on a 5 V. Mais quand on parle de Big Data, il faut qu'on ait 5 V. Si on n'a pas les 5 V, ce n'est pas de la Big Data. Tout à fait. Et donc, par rapport à cette donnée qui existe et qui est interne et externe à l'entreprise, toute donnée n'est pas bonne à prendre pour une entité et pour une analyse. Donc la problématique va être déjà d'identifier des données vraies et des données fausses, puisque le monde qui nous entoure est composé des 2 types de données. Il y a de la vraie donnée, de la fausse donnée qui circule. On peut prendre comme exemple, il y a quelques mois, Vinci qui a vu publier de faux communiqués par rapport à ses comptes et à on va dire au fait qu'on avait viré le directeur financier parce qu'il y avait 3 milliards d'erreurs comptables. En fait, c'était une fausse donnée et ça les a fait chuter de 19% en 1 heure. Donc, il y avait un réel impact alors que quand même la donnée était fausse. Donc, trier la donnée, savoir laquelle est vraie, laquelle est fausse, c'est quelque chose de très très important puisque tout n'est pas
n'est pas vrai et tout, surtout n'est pas intéressant pour nous. Et c'est le 5e V, c'est la valeur. En fait, la donnée a une valeur et il ne faut prendre que la donnée qui est intéressante pour nous et qui a un intérêt à être analysée. Et c'est là où les modèles et les outils big data de demain, ils doivent absolument intégrer ces deux notions-là, de données qualifiées, vérifiées, on va dire presque avec un tampon douanier en disant c'est bon, on est sûr que la donnée est bonne, et surtout la donnée a une valeur pour l'entreprise. On ne va pas tout récolter, tout ne nous intéresse pas. Donc comment on fait le tri dans tout ça ? C'est là où la porte est ouverte aux outils de demain. Merci. Alors, quand on a parlé de ces 5 V, pour autant, il y en a un qui retient notre attention, et c'est véracité, on en parlait. Alors nous, les hommes du chiffre, gérer la véracité, ça nous importe fortement. Alors Lydie, éclairez-nous sur cet aspect, parce que la véracité, c'est clé. Tout à fait. Donc, il y a une enquête assez importante qui a été faite dans le monde anglo-saxon et cette diapositive en est la synthèse. En fait, quand on interroge les managers, les dirigeants, on leur demande s'ils ont confiance dans leurs données. Et en fait, un manager sur 3 vous répond « Non, je n'ai pas confiance dans la donnée ». C'est quand même alarmant. Si on leur demande si les données qu'ils utilisent au quotidien et sur lesquelles ils appuient leurs décisions sont bonnes ou pas, il y en a quand même 27% qui vous répondent « Non, je sais qu'une partie de mes données ne sont pas bonnes, mais pourtant, je m'appuie dessus pour prendre ma décision. » C'est quand même, pour moi, c'est alarmant. Et qu'est-ce que coûte la mauvaise donnée ? Eh bien, la mauvaise donnée, on a estimé que ça coûtait 3100 milliards. Donc c'est énorme. La fausse donnée et les décisions prises sur la base de fausses données coûtent énormément d'argent. D'où l'intérêt, évidemment, de la validité et de la donnée utile. Non, ce sujet, la véracité, alors moi je le vis, je ne vais pas dire quotidiennement, mais j'ai eu des grands moments dans l'entreprise. Combien de fois, quand on en est à notre 2e BI, on en parlera un petit peu plus tard, mais pourquoi je vous parle de ça maintenant, c'est que quand on a implanté le BI, 6 mois plus tard, on me disait le BI est faux. 6 mois plus tard, donc 1 an plus tard, on me disait le BI est faux. Et aujourd'hui encore, je peux en avoir témoin, j'ai deux collaborateurs du contrôle de gestion ici. Encore hier, non, le BI est faux. Non, le BI n'est pas faux. Bien évidemment qu'il n'est pas faux. Et je pense que vous vivez ça, je l'espère pas autant que moi dans l'entreprise, mais c'est un combat permanent où effectivement on a une véracité, il faut qu'on aille se battre en permanence avec rétablir la véracité des données. Bien évidemment que les chiffres sont interconnectés à des bases, on le verra, mais il faut arriver à mettre une énergie permanente, une communication permanente pour aller se battre sur cette véracité. C'est une culture, je pense, d'entreprise qu'il faut que l'on arrive à intégrer. Alors peut-être encore plus vrai dans des entreprises de plus petite taille, mais ce sujet de la véracité, moi je le trouve hyper central. Alors maintenant qu'on a vu le sujet de la véracité, il y a un autre sujet quand on parle de big data. Lydie, éclairez-nous un petit peu sur ce que l'on voit et l'évolution aujourd'hui de la donnée. On parlait du volume, Olivier nous parlait du volume. Et cette croissance de volume aujourd'hui ? Oui, donc la croissance du volume de données, bien évidemment stockées et analysables, est exponentielle, puisque selon cette projection, on voit que entre 2009 et 2020, l'estimation est d'un facteur 44. Mais il faut savoir que sur les 10 ans d'avant, le facteur, il n'était pas de 44, il était de 200 millions. Donc, ça, bien sûr, c'est lié aux capacités techniques de stockage d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on parle encore en gigas, mais on connaît le téra. Donc le téra, c'est 1000 gigas. En fait, à chaque fois, il y a un facteur de 1000. Demain, on commence aujourd'hui à parler en pétaoctets. Quand on est dans le big data, on est en pétaoctets. On n'est pas en téra, on n'est pas en gigas, on est en péta. Donc un pétaoctet, c'est 1 million de gigaoctets. On va vers l'hexaoctet, 1 milliard de gigaoctets, et vers les zétaoctets, donc 1000 milliards de gigaoctets. Et on sait que la puissance, le stockage est exponentiel. Donc on sait que demain, on saura stocker encore plus et encore plus d'informations, mais on ne sait pas comment on va les analyser.
Oui, je pense qu'effectivement, on le voit aujourd'hui. La problématique, elle n'est pas tas sur le stockage. Hein. Physiquement, on va y arriver. Mais effectivement, quand on va arriver vers des états-octets, on va commencer à avoir des salles blanches sacrément conséquentes. Mais faudra-t-il encore savoir ce que l'on va en faire de toute cette donnée? Alors maintenant qu'on a parlé de ce qu'était la big data, on a essayé, vous avez vu, de dire, la big data, si on n'a pas 5V, on voit qu'il y a du volume, il y a, je dirais, de la véracité, il y a une certaine valeur qu'il faut arriver à mettre. Pour autant, on va parler maintenant des outils qui vont nous permettre petit à petit de travailler cette big data, de transformer cette matière première. Je vous en parlais tout à l'heure, on parle que cette big data, c'est le pétrole brut de l'entreprise de demain. Et par ces outils, et certains en parlent ainsi, j'ai entendu l'autre fois le directeur de Talend, je ne sais pas si vous connaissez Talend, qui est une société française qui vient d'être cotée aux États-Unis, qui amène un certain nombre d'outils décisionnels pour les entreprises. Et elle disait que quelque part, Talend, les outils, c'est la raffinerie. Jusqu'à hier, on avait du pétrole brut qui arrivait, et puis ils sont en train de créer petit à petit un certain nombre de raffineries pour aider à traiter la data. L'autre sujet que l'on voit au travers de ces outils, c'est que le marché va très vite, rien n'est véritablement encore normé. Les leaders d'hier ne sont pas les leaders d'aujourd'hui, et on voit qu'encore ce ne sera pas les leaders de demain. Donc c'est un marché qui bouge énormément. En même temps, la mutation informatique n'a pas été encore véritablement faite. Les ERP ont pris une certaine place, mais les ERP n'ont pas pris l'ensemble du lead sur le marché de la big data. C'est un marché complètement nouveau, une mutation logicielle est en train de naître, et on voit qu'en même temps, cette mutation qu'est en train d'apporter les outils informatiques fait que jusqu'à hier, un certain nombre d'outils étaient peut-être plus dédiés à certains geeks informatiques ou geeks du contrôle de gestion, et qu'on avait du mal à se les approprier. Donc on va rentrer plus dans le détail en parlant d'outils. On va voir également que on parle de BI, on parle de PM, on parle de CPM, on parle de BPM. Je vais demander à Lydie qu'elle nous éclaire un petit peu là-dessus, sur cette jungle des abréviations, et qu'elle nous parle un petit peu plus dans le détail de ce qu'est le BI et comment le BI intervient. Hop. Voilà. Donc la business intelligence, appelée, on va dire, sous des noms divers et variés, mais globalement, en français, plutôt le décisionnel. Après, c'est des modes de langage. Par moment, dans certaines années, on a appelé ça plutôt l'analyse financière au départ, puis l'analyse globale de la performance, puis le décisionnel. Maintenant, la business intelligence, je dirais que le mot qu'on y met n'a pas grande importance. Ce qui est important, c'est de comprendre ce qu'il y a derrière. Donc le principe d'un système de business intelligence, c'est de valoriser la donnée plutôt interne de l'entreprise, mais depuis quelques années, on a rajouté la donnée externe. Donc ce sont globalement des systèmes techniques qui permettent quoi? Qui permettent de collecter les données dont on a besoin, donc assez couramment dans toutes les applications de gestion de l'entreprise. Ça peut être l'ERP, ça peut être une application de production, ça peut être, ça dépend du secteur d'activité bien entendu, ça va être le système de formation pour l'IRTS, d'y rajouter des données externes qui nous sont utiles, ça peut être la concurrence, la structure des ventes des concurrents et ainsi de suite. Donc en fait, on va alimenter un référentiel de données commun, parce que les 3/4 du temps, dans nos différentes applications de gestion, les données ne sont pas nommées de la même façon. Le client Lyondel dans l'application des ventes n'a pas le même numéro que dans le compte auxiliaire de compta. Donc en fait, on va collecter la donnée et on va surtout la lier quand elle est commune. Donc on va le mettre dans un référentiel qui est une base de données, mais on va surtout lier toutes ces données de façon à ce qu'on puisse les analyser de façon conjointe. Donc ça, c'est une première étape. En général, c'est un chargement de données. On appelle ça charger le référentiel. On parle de data warehouse, on parle de data mart. Ce sont différentes notions, on va dire, pour stocker la donnée, la structurer et en vue de l'analyser. Donc en général, on va remodéliser la donnée parce qu'elle a une structure, on va dire, dans les applications de gestion traditionnelles, qui n'est pas dédiée à l'analyse.
qui est dédiée à la transaction, à l'opération transactionnelle et unitaire. Donc on va la restructurer, la qualifier. C'est là où aussi on va la nettoyer. On va rejeter toutes les données dont on ne sait pas que faire, qui ne sont pas bonnes, qui ne sont pas conformes. On a un client d'un côté, mais on ne le trouve pas dans la compta. Qu'est-ce qu'on en fait? C'est incohérent, c'est pas normal. On a une facture d'un côté, mais toujours on ne la retrouve pas dans la compta. Bon, ce qui est plus embêtant, c'est quand on a une facture dans la compta qu'on n'a pas de l'autre côté, bien sûr. On se demande d'où elle vient. Donc, on va donc trier, analyser, essayer de nettoyer cette donnée, de la mettre en commun. Et derrière, on va monter donc des systèmes techniques qui permettent de l'analyser rapidement, puisqu'il y a des gros volumes, il y a des besoins, on va dire, multicritères de restitution. Et donc, c'est là où il y a les outils décisionnels classiques qu'on connaît. Vous avez dû entendre parler de Business Object, de SSAS, enfin des outils Microsoft pour restituer de la donnée, de Cubolab, on entend, enfin il y a beaucoup de choses, il y a ClickView, il y a donc Geos. Et après, dans ces différents outils, on va dire qu'il y a des outils qui sont plus ou moins spécialisés. Donc pour le contrôle de gestion, on parle de CPM, de PM qui sont plus dédiés à l'élaboration budgétaire, à de l'analyse financière. Après, c'est juste une spécialisation métier de l'outil. Et donc, à aujourd'hui, moi, je pense que globalement, le travail est le même avec le big data. Il va toujours falloir collecter la donnée, la structurer, la mettre en relation. Sauf que pour l'analyser, on a besoin d'outils plus intelligents que ceux d'aujourd'hui. Merci. Alors, ce que je vous propose, on va passer sur cette partie-là. Pourquoi mettre en œuvre un décisionnel et notamment un BI? Je vais redonner la parole à nos témoins. Je commencerai avec Joël. Joël, à ce jour, on en a parlé, vous n'avez pas encore passé le pas. Et moi, ce que je voulais échanger, vous nous éclairez, c'est votre vision à cet instant. Qu'est-ce qui freine encore pour déployer ces nouveaux outils dans votre organisation ? Actuellement, c'est le travail de l'analyse et de l'utilité de ce type d'outils. J'en vois tout à fait les bienfaits que ça pourrait apporter à la structure, mais il y a certaines limites de travailler seul. Et actuellement, c'est ce qui me manque, c'est de travailler avec l'ensemble des équipes de l'Institut, parce que cet outil, moi, je souhaite qu'il ne soit pas que financier. Il faut qu'il soit aussi également... que ça soit approprié par l'ensemble des acteurs, en tout cas des responsables cadres de la structure, avec des indicateurs qui seraient parlants pour eux. En tout cas, c'est que actuellement, il faut qu'on se mette en démarche projet. Et en même temps faire un accompagnement à la conduite du changement, parce que c'est quelque chose de totalement étranger pour eux. Donc cet outil, je veux le travailler en tout cas avec un peu plus de temps et de vraiment les accompagner dans ce changement-là. On est beaucoup actuellement impacté sur d'autres réformes de démarche qualité. Donc je sais que si je les mets maintenant dans ce projet-là, ils vont pas se l'approprier. Donc c'est pas le but en tout cas. Et en termes décisionnels, pour l'instant, je travaille très bien avec le directeur général, mais bon, on n'est que deux. Et j'aimerais que ça soit un outil qui soit approprié pour l'ensemble des acteurs, en tout cas de l'équipe de direction de l'IRTS. Donc voilà, c'est juste une question de temporalité qui nous freine actuellement. Après, l'aspect financier sera autre chose, puisqu'on est... Alors, j'allais en venir sur l'aspect financier. On est entre nous, entre financiers, et quand on nous amène des projets, bien souvent, on nous demande et on est garant de mesurer le ROI des projets. Alors quand c'est des projets qui nous concernent, c'est pas forcément les plus faciles. Quand on parle des projets comme ceux-là pour analyser de la big data, ça allait peut-être encore moins. Comment vous avez abordé ce sujet-là ? Tout simplement en mettant l'argument phare, c'est d'une part, ce que je vous disais, un mot qui était totalement étranger au sein de notre structure, c'est analyser la performance sur des indicateurs qui nous sont propres, et aussi le gain de temps. Le gain de temps sur certains indicateurs qu'on peut nous demander, qui nous prennent un temps énorme et qui pourraient être faits en 2-3 mouvements avec ce type d'outil. Et ça, le retour sur investissement, il est largement acquis avec un clic. Merci. Je passerai la parole à Laurent. Je dirais que pour qu'un projet BI fonctionne, aujourd'hui, on le voit...
pour que ça fonctionne, et vous l'avez déjà fait à plusieurs reprises au travers de vos expériences, si vous nous deviez nous donner quelques trucs, astuces pour que ça marche, qu'est-ce qu'il faut faire pour que on arrive à implanter ça correctement? Alors, moi, le conseil unique que je donne à mes clients dans ces cas-là, c'est que, sachant qu'un projet BI va impacter le fonctionnement de l'entreprise, il faut d'abord faire ce qu'on appelle des spécifications fonctionnelles qui soient très détaillées. C'est-à-dire comment je travaille aujourd'hui, comment je fabrique mon information sur tous les services qui sont concernés, comment je vais fabriquer mon information après, de quoi j'ai besoin aujourd'hui et de quoi éventuellement je pourrais avoir besoin demain. Ça, c'est primordial. Si vous n'analysez pas votre mode de fonctionnement avant et que vous n'arrivez pas à savoir ce que vous allez demander à votre décisionnel, le projet ne sortira rien. Il faut savoir que le décisionnel, si maintenant je mets ma casquette d'utilisateur, moi j'ai eu la chance de connaître avant et après, ça a révolutionné ma vie. C'est-à-dire que de données difficilement sorties de mon ERP, croisées grâce effectivement à Super Excel, et où on avait mal tous les mois, où il fallait arrêter et trouver à analyser les résultats, la performance, non seulement j'ai pu avoir un outil d'analyse qui descendait très très loin, c'est-à-dire que globalement j'arrivais à avoir ma marge à la facture, sachant que j'étais multi-activité, j'étais vente de marchandises plus services associés, donc c'était relativement complexe, mais j'avais aussi mes indicateurs de performance, aussi bien à destination de la direction générale pour des décisions stratégiques que pour les services opérationnels, et on en faisait un outil complet. Donc le principe, c'est que si vous ne savez pas comment vous fonctionnez, comment fonctionnent les services qui envoient de la donnée, et si vous ne savez pas ce que vous voulez obtenir, et du coup, si vous ne savez pas les modifications que ça générera sur vos procédures, eh ben, vous n'y arriverez pas. Donc ça, c'est vraiment le conseil de base. Après, j'ai un deuxième conseil unique, qui est que c'est un projet structurant. Si vous faites ça pour avoir uniquement des données finances, ne le faites pas. Aujourd'hui, prenez un ERP un peu évolué, ils ont tous des similis solutions de BI accrochées, vous aurez des chiffres finances, très bien. C'est un projet structurant pour l'entreprise. Ça veut dire que ça doit être piloté par l'entreprise. Et quand on dit piloté par l'entreprise, c'est par la direction générale. Si vous n'arrivez pas à faire saisir ce dossier-là par la direction générale, n'y allez pas. Vous allez au carton. Le principe, pourquoi? Parce que vous allez intégrer tous les services de l'entreprise à un moment ou à un autre, qui vont soit devoir donner de la data qualifiée, soit vont avoir à s'en servir. Ces gens-là, ils ont des tâches opérationnelles qui ne sont pas nécessairement celles-là. On sait très bien comment ça se passe. À partir du moment où vous demandez à quelqu'un de changer son mode de fonctionnement sur quelque chose qui ne lui est pas immédiatement bénéfique, il ne le fera pas parce qu'il n'a pas le temps, il n'en voit pas l'intérêt. Donc si ce n'est pas piloté par la direction générale qui met un vrai input, qui prend le temps d'expliquer, avec un vrai accompagnement au changement et des objectifs clairs, ça ne marchera pas. Après que la direction générale le délègue, c'était exactement ça, le délègue à la direction financière, ok, pas de souci, c'est la plupart du temps cohérent. Mais si ce n'est pas piloté par la direction générale avec un comité où le directeur général ou le PDG passe sa tête de temps en temps, ça ne marche pas. Et puis j'ai un troisième conseil unique, mais ça c'est vraiment technique. Prenez un chef de projet qui soit vraiment compétent. C'est-à-dire quelqu'un qui comprenne comment fonctionne une entreprise et quelqu'un qui sait ce que c'est que la BI. Qu'il soit informaticien ou non, peu importe, tant qu'il sait parler aux informaticiens, à l'intégrateur, mais il faut quelqu'un qui soit vraiment spécialisé. Le pilotage de ce genre de projet en interne par quelqu'un qui a perdu aux chaises musicales, ça ne marche pas non plus. Le projet se fait, hein, il se termine, mais il ne vit pas, exactement. Donc vous aurez des tableaux qui ne fonctionneront pas, qui marcheront 3 mois, et puis après on dira c'est pas grave. Avec des chiffres faux. Enfin, je dis pas, hein. Mais voilà, franchement, pour que ça fonctionne, c'est les 3 conseils de base. Alors, si vous les suivez, ça ne fonctionnera peut-être pas, mais si vous ne les suivez pas, ça vous êtes sûr, ça ne fonctionnera pas.
Merci. Lydie, pour continuer sur cette partie, alors on le voit, hein, la big data, elle est là, elle est dans l'entreprise, elle est en train de grandir, de se constituer. On voit que ça ne marche pas à tous les coups, hein, que les outils, la BI va nous permettre d'agréger tout ça. On a vu que les acteurs d'hier sont pas forcément les leaders de demain. Donc si vous pouvez nous éclairer un petit peu là-dessus. Tout à fait. Ça, c'est ce qu'on appelle le Magic Quadrant, qui est publié par on va dire un groupe d'analystes qui fait référence un petit peu dans le monde du logiciel sur des thématiques. Donc là, c'est le Magic Quadrant de la Business Intelligence de 2017, qui, on va dire, classe les éditeurs, enfin les logiciels du marché selon un cadran que vous voyez, hein, les challengers, les leaders, ceux qui interviennent précisément sur des niches et les visionnaires. Et en fait, si on regarde les tableaux de chaque année, en fait, la cartographie change complètement. Celui qui est aujourd'hui dans les leaders, alors bien sûr, hein, dans ce tableau, il faut être le plus haut possible dans le cadran en haut à droite. Mais les trois leaders, qu'on désigne aujourd'hui, hein, qui sont Qlik, Tableau et Microsoft, ne sont pas du tout les leaders d'hier et ne seront pas les leaders de demain. Ça bouge énormément. Vous avez quelqu'un qui est très niche player, qui peut se retrouver en 6 mois leader, ou on peut perdre sa place. C'est le cas de Qlik. Qlik était en haut il n'y a pas si longtemps, il est en train de descendre, et je suis pratiquement sûre que l'année prochaine, il n'est plus dans le bon cadran. Donc c'est un monde qui change beaucoup, et où la big data va encore apporter sa petite révolution, parce que là, on est sur des outils classiques où il n'y a pas cette fameuse intelligence, cette capacité, on va dire, à analyser la donnée, mais selon une démarche scientifique. En fait, ce que j'ai un peu oublié tout à l'heure dans nos 5V, c'est que comment je valide la donnée et comment j'estime qu'elle a une valeur pour moi, c'est qu'il faut absolument une démarche rigoureuse, scientifique, avec des modèles mathématiques et statistiques. Et un outil qui n'inclut pas des modèles mathématiques et statistiques valables, c'est même pas la peine de l'utiliser, parce qu'on fera du n'importe quoi. Donc là, on a vraiment besoin des mathématiciens. On les avait un petit peu écartés dans le monde informatique. Enfin, c'était des mathématiciens binaires, 0,1, 0,1. Maintenant, on a vraiment besoin de statisticiens. Et donc, on va récupérer, je suppose, les actuaires de nos chères assurances, de nos chères banques, pour venir un peu nous expliquer quel modèle il faut appliquer ou pas à nos données. Merci Lydie. Donc on a essayé de voir effectivement ce que pouvait nous amener le BI, notamment pour traiter ce sujet de la big data. Je vous en parlais, on parle de BI, on a parlé de CPM, de PM, et là je laisserai la parole à Olivier pour qu'Olivier nous parle de GDocs et en quoi GDocs amène je dirais des choses nouvelles, comment elles viennent se connecter avec ce sujet big data. Merci. Avec plaisir. Je veux juste rebondir sur un ou deux points qui ont été dits. Je vais bien me lever si ça ne dérange personne, mais je ne peux plus d'être assis. Y a différentes choses en fait. Alors, ce que je vous dis n'est pas propre à GDocs, hein, mais derrière la BI, le PM, la CPM, il y a différentes choses. Ce qu'on appelle la BI, vraiment la Business Intelligence, c'est une analyse de toutes les données qui sont passées. D'accord ? C'est ce que j'ai dans ma compta, dans mes outils de paye, et je vais effectivement, pour faire éventuellement avec des données qui sont à l'extérieur de la société, mais c'est vraiment analyser les données du passé, les reporter, les classer, hein, les catégoriser, créer de nouveaux indicateurs et les analyser. Pardon. La partie qu'on va dire EPM, CPM, EPM, c'est un peu comme dans une voiture. Si je veux faire de la BI, je vais regarder dans le rétroviseur et je vais voir ce qui s'est passé derrière. Si jamais je veux faire la partie EPM, je vais simuler ce qui arrive derrière. C'est-à-dire, sur la base des informations que j'ai ce qui s'est passé le mois d'N-1, N-2, N-3, je vais pouvoir faire de la simulation. Je vais pouvoir faire un budget. Je vais pouvoir faire de la prévision de la simulation, de la prévision de masse salariale, etc., etc. Et c'est là où on va pouvoir amener des outils statistiques pour pouvoir faire éventuellement du prédictif, l'intelligence artificielle, etc., etc. Mais il faut vraiment couper ce scope en deux. Hein. Il y a une partie BI sur le passé et la partie pilotage où, sur la base des outils du passé, je vais pouvoir faire de la simulation. Voilà, c'était un point sur lequel
je voulais revenir. Après, j'étais complètement d'accord avec ce qu'avait dit Laurent sur la nécessité de bien cadrer le besoin, sur le fait que ce soit systématiquement structurant de mettre un outil BI ou EPM en place, parce qu'on va se poser les bonnes questions. Je veux créer mon indicateur. Il y a juste un point sur lequel je voulais revenir. Il y a un point qui peut être vraiment bloquant sur la mise en place d'outils tels que celui-ci. Alors on appelle ça la véracité, etc. C'est vraiment la qualité de la donnée. C'est-à-dire que je peux vouloir analyser telle information, avoir tel indicateur. Une des plus grosses problématiques, c'est de trouver la bonne donnée et de la récupérer et de savoir quelle donnée prendre. Parce qu'effectivement, si dans mon fichier Excel, j'ai un chiffre d'affaires de 1,2 million et dans mon ERP, j'ai un chiffre d'1,150 million et un autre montant dans un autre outil, quelle donnée est-ce que je vais prendre? D'accord ? Et ça va aussi servir à ça. Mais une des plus grosses problématiques qu'on ait, à mon sens, en tout cas, qu'on rencontre, nous, lors de la mise en place de projets, c'est arriver à avoir une bonne donnée, puisque, in fine, dans une solution de BI, ce qui est important, c'est que chaque donnée est unique. Et que ce chiffre d'affaires, au moment qu'on va trouver dans cette solution-là, eh ben, c'est celui-ci qui va devenir référent. Je vous en prie. Ça, c'est Siri. C'est là. Voilà. Sur cette partie-là. Non, mais ça, on peut passer. C'est pas très... Mais ceci dit, il y a vraiment une partie BI et CEPM. Hein. On différencie vraiment la chose. Et il y a l'outil, le quadrant qu'on a vu par exemple auparavant, et que sur de la partie BI. D'accord. Voilà. Bon. Là, je veux passer... mais je veux juste m'arrêter là-dessus. Là aussi, je ne veux pas parler spécialement de GDocs, mais c'est un peu pour rebondir sur tout ce qui a été dit et peut-être donner une autre image. Au cœur de tout, alors c'est des cubes, c'est une super base de données, on va dire, hein, mais c'est là effectivement où vont être centralisées toutes les informations. Et après, on va utiliser des outils, là aussi, pour aller chercher des informations, où qu'elles soient, ERP, outils de compta, vos fichiers Excel, etc., etc. Et ensuite, ces données donc, qui sont dans cette grosse base de données, on l'attaque via Excel, parce qu'au final, dans les entreprises de toute taille, hein, les TPE comme chez Renault ou Total, on travaille sur Excel à un moment. Un navigateur web, ou alors on parlait de mobilité à un moment, où on va en parler, je ne me rappelle plus. On a également, et ça aussi c'est un changement qui est de plus en plus fort depuis les 3 dernières années, on a les informations sur son smartphone ou sur son iPad. Auparavant, on recevait des fichiers Excel, on recevait des PDF. Maintenant, il y a ces informations. Et ça aussi, c'est une vraie révolution, puisqu'on se base toujours sur les mêmes données. Quand on parle de cette base de données qui ne cesse de croître, je vous parlais d'Oreca, et nous sommes pas un pure player, mais nous avons une place de marché importante sur Internet, et qui fait qu'aujourd'hui, l'un des chantiers que nous sommes en train de mener, qui est un chantier de taille à la taille de notre entreprise, c'est que nous voulons interconnecter dans la même base à la fois toutes les informations financières, mais tout ce qui vient également du monde de Google Analytics. Et là, ça va être hyper intéressant parce qu'on va coupler ça avec à la fois ce qu'a fait notre client in fine, quelle est la facture et quelle est la marchandise qu'il a commandée, mais par où est-ce qu'il est arrivé, quel a été son tunnel de conversion, quelles sont les pages sur lesquelles il a cliqué, et tout ça va être remonté et collecté à l'intérieur de la BI. Vous voyez, pour vous dire, aujourd'hui, on commence à rentrer là-dedans, mais c'est un sacré sujet. On effleure juste pour l'instant les contours, parce qu'on est justement sur comment on arrive à avoir de la bonne donnée, la donnée avec cette bonne véracité, cette bonne valeur, qui va pouvoir être couplée avec la donnée financière. Pardon. Je vous en prie. Ça, on peut passer. Je ne sais pas si c'est... Voilà, je veux juste bien pousser d'autres... Encore, voilà, merci. Ça, c'est le dernier point. C'est un peu ce que je disais en introduction, parce que, alors, c'est pas vrai, c'est pas propre à GDocs, hein, c'est vrai vraiment dans tous les outils. Mais il y a vraiment cette séparation, encore une fois, un peu sur l'historique, qui va se nourrir après des simulations. Hein. Mais voilà, au final, un outil BI, c'est pour créer des cockpits, alors pour le board ou pour les associés ou pour le responsable ou pour le directeur commercial, etc. Mais c'est vraiment avoir des indicateurs, parce que c'est ça, c'est une des fonctions du DAF et du contrôle de gestion. Il y en a deux. Hein. D'une part, c'est de donner des indicateurs sur ce qui s'est passé, où on en est, où on est pardon, notre trésorerie, où est-ce qu'on en est de tel projet, etc., si on est plus sur un mode production. Et puis donc cette autre partie, où là, voici comment on optimise les coûts, voici comment on simule la masse salariale, etc. etc. Mais on est en vase clos, non, puisqu'il y a des données qui sont entrées, mais les données qu'on utilise pour la simulation se nourrissent en fait de la partie vraiment BI.
Je crois que j'ai terminé. Alors il y a peut-être après Ouais, quelques après, c'est des exemples slides, aujourd'hui mais c'est pas de ce que vous pouvez nous proposer avec cet outil. Oui. Voilà. Après, on a toujours, on va intégrer, et ça aussi, on suit les technos, on va intégrer de la carto, on va intégrer de la mobilité, etc., etc., etc. Mais l'objectif est le même ensuite qu'on soit sur Excel ou non. Hein, en récupérant des informations, encore une fois, qui proviennent de l'ensemble du système d'information de l'entreprise. Merci. Alors, on approche de la conclusion. On l'a vu, donc c'est un sujet, je dirais, qui est très vaste aujourd'hui, la big data, et en même temps, je pense qu'on en est aux prémices. Hein. On voit que nous attendent les États octets, hein, donc on a encore un peu de temps. Mais pour autant, on le voit, on a beaucoup d'outils qui s'offrent à nous, qui sont, je dirais, très nombreux. Et je voudrais, je dirais, pour cette conclusion, échanger et avoir l'avis de Laurent, parce que parmi les échanges que l'on a pu avoir ensemble, j'ai retenu une phrase. Et vous avez dit, si les outils décisionnels sont gérés par l'IT, c'est un coût, et il n'y aura jamais d'appropriation par les utilisateurs. Et on en a un petit peu parlé, on a parlé de la conduite du changement, etc. Et j'ai trouvé cette phrase assez intéressante, et en même temps, je voulais qu'on puisse l'échanger encore ensemble. Alors, j'ai rien contre les informaticiens. Alors, c'est le premier point. Si peu. Non, l'idée, c'est que je reviens au point que j'évoquais tout à l'heure. C'est un outil décisionnel. C'est structurant pour toute l'entreprise. Partant de là, c'est pas parce qu'effectivement, c'est un logiciel qui s'appuie sur du matériel informatique que ça doit être piloté par la DSI. Si c'est piloté par la DSI, on ramène ce projet-là à un projet technique, avec des choix techniques, et absolument pas sur un projet structurant pour l'entreprise qui doit l'impacter dans sa performance, dans l'analyse de sa performance et dans sa capacité à se projeter. Ce qui est aujourd'hui le but de ce type de projet. Donc ça fait partie des erreurs, mais qui sont régulières. C'est-à-dire que ces projets-là sont pilotés par la DSI, délégués à la DSI, et le pourcentage d'échecs dans ces cas-là est extrêmement important. Voilà. C'est vraiment, il faut que ce soit la direction générale, sinon ça peut fonctionner, hein, mais ça ne fonctionnera jamais comme ça doit fonctionner. Et je le redis, je me répète, mais c'est un outil qui est sensationnel. Pour l'avoir eu en tant qu'utilisateur, ça révolutionne vraiment l'approche qu'on peut en avoir avec tout ce qu'on a dit. C'est-à-dire qu'on a besoin d'avoir une donnée qui est propre et fiable, mais à partir du moment où on a réfléchi ça en amont, et ça fait partie de la fameuse analyse fonctionnelle dont je parlais, c'est-à-dire quelles infos, qu'est-ce qu'on produit comme information, comment on la produit et est-ce qu'on peut la qualifier. Si elle n'est pas bonne, à ce moment-là, il faut qu'on change nos procédures pour améliorer sa qualité. Mais à partir du moment où la qualité de l'information est bonne, pour ce qui est d'un projet décisionnel qui traite en grande partie de l'information interne à l'entreprise aujourd'hui, et quand elle vient de façon externe, elle est qualifiée en amont, donc on n'a pas vraiment de problème. C'est pas comme le big data. Là, on est vraiment sur de l'information qu'on est en capacité d'analyser en termes de qualité. À ce moment-là, le projet se passera très bien, ça fonctionnera très bien, et on arrivera à avoir de la qualité. Mais là, c'est vraiment un autre sujet qui est tout aussi vaste. Comment une direction financière s'assure de la qualité de l'information. Lydie, Cécile, je ne sais pas, allez-y. Oui, moi ce que je voudrais rajouter aussi, c'est dans les facteurs de succès, mais c'est lié à ce que dit Laurent par rapport au fait que les fonctionnels soient impliqués dans le projet, c'est qu'un bon outil BI bien utilisé dans une organisation, c'est un outil où les utilisateurs sont indépendants et n'ont pas besoin toutes les 3 minutes de l'IT pour faire un rapport. C'est un bon outil, c'est ça. C'est un outil qui les rend aussi indépendants de l'information et de la nature de la présentation qu'ils veulent produire. S'ils ont besoin à chaque fois d'un informaticien pour aller extraire quelque chose, la mettre en forme, vérifier si elle est juste, le projet ne marchera pas non plus. Donc d'où aussi, on va dire,
la nécessité d'une bonne qualité d'interface avec l'utilisateur, d'un outil qui semble simple en restitution et en utilisation. Sinon, ça ne sert à rien. Ça reste un outil d'informaticien ténébreux et mal embouché. Merci. Olivier, sur cette... Sur ces, je suis pas informaticien moi, mais sur ces deux points, je suis d'accord. Ceci dit, ça fait déjà quelques années que ces projets glissent de la DSI vers la DAF. Et d'ailleurs, il y a de plus en plus de DAF qui prennent en main la DSI maintenant. C'est le premier point. Le deuxième point, le cloud aide à ça. Quand il y a une DSI qui empêche de mettre en place une solution BI, il y a beaucoup de DAF du coup qui se mettent en place dans le cloud. Du coup, ils n'ont plus besoin de la DSI et ils ont leur solution. Et ils trouvent d'autres budgets justement sur lesquels ils ont la main. Et le troisième point de Lydie, c'est exactement, je suis tout à fait d'accord également à ce que je disais il y a une demi-heure, 3/4 d'heure. On passe d'outils qui étaient complètement... il fallait attendre 3 jours pour qu'on rajoute un tableau avec une colonne complémentaire. En plus, c'était pas la bonne colonne. Maintenant, c'est qu'il y a une vraie autonomie aux utilisateurs métiers. C'est le contrôleur de gestion qui va avoir la capacité, parce que c'est des technos innovantes, que c'est facile à mettre en place, parce qu'il le fait que ça sourit, il fait un cliquer-glisser, ça marche. Et c'est comme ça, effectivement, un, qui prend en main l'outil, et deux, qu'il a les bons rapports, qu'il a l'information vite, et du coup, qu'il peut avoir une meilleure analyse sur ce qu'il a fait, sur ce qu'il a à faire. Pour IRTS, Cécile, donc... Oui, moi je dirais que c'est effectivement un management transversal à avoir, dans le sens où si on parle, on dépasse la logique de RP pour aller sur des data qui regardent l'environnement et l'expérience client, automatiquement il faut travailler de pair avec le service marketing, avec pour nous par exemple les formateurs qui sont au quotidien avec les étudiants, avec les établissements qui vont demain bénéficier des compétences qu'on aura proposées. Donc il faut dès le départ, et pour la fiabilité de la donnée et pour, on va dire, sa pertinence tout simplement, travailler de manière transversale avec tous les personnels impliqués dans la structure, en interne et en externe. Merci. Oui, je vais appuyer ça, et surtout ce que Laurent disait, c'est que c'est pas un outil destiné à la finance. Au contraire, moi, c'est ce que je me bats dans ma structure, puisque du coup, dès que je parle de chiffres, de rentabilité, de performance, limite, c'est un gros mot. Donc du coup, c'est justement s'approprier ce type d'outil, justement que pour moi, les chiffres me parlent. Donc s'ils me parlent, c'est que j'arrive à comprendre l'activité, et j'essaye à minima que l'ensemble de l'équipe de direction qui sont là avec nous pour gérer l'institution puisse justement avoir cette sensibilité-là, et qui est un outil qui permette, alors je vais employer un terme pas ludique, mais en tout cas des indicateurs et une ergonomie qui est un peu plus appropriée pour eux. Je pense qu'un outil décisionnel est approprié pour gérer ça. Merci. Bien, on l'aura vu, effectivement, le sujet de la big data, c'est un sacré sujet, et en même temps, je pense qu'on en est aux prémices. Ce que l'on peut dire, c'est qu'il va nous appartenir, nous, les financiers, à prendre en charge complètement ce sujet. Ça devient la nouvelle richesse de l'entreprise. On en a partout, et elle va, être de plus en plus croissante dans l'entreprise. Pour la qualifier et pour avoir les bons outils, ce que l'on peut déjà dire, c'est que Excel, c'est terminé, qu'il va falloir arriver à trouver le bon outil au travers de ce que l'on veut faire avec, que les solutions sont nombreuses. Mais comme à chaque fois, je pense que préalablement, il faudra que l'on arrive à bien définir quels sont nos besoins avec les opérationnels, quel est l'axe stratégique dans lequel on veut aller, pour arriver à trouver les solutions les plus pertinentes et efficaces pour nos entreprises. Merci à tous, merci à vous pour cette table ronde, et puis je vous laisse passer les micros. Si vous avez des questions pour nos intervenants, n'hésitez pas, c'est le moment. Oui. Alors, je vais peut-être ouvrir le débat un peu loin, mais vous avez parlé de mutation, donc du contrôle de gestion, et aussi de business intelligence. Est-ce que dans 20 ans, cette business intelligence ne sera pas vouée à nous remplacer, nous contrôleurs de gestion? Est-ce qu'elle ne pourrait pas constituer une menace pour notre profession? Dans le sens où elle ne traitera plus la donnée, mais elle l'analysera, et on sautera cette partie analyse pour prendre tout de suite les décisions.
Je voudrais juste avoir votre avis. Alors, moi, j'ai un avis très tranché. Dans 20 ans, je ne sais absolument pas où on en sera. Non, dans les faits, ce qui va se passer, c'est qu'il y a une énorme ouverture qui est en train de se créer là. C'est que pour qu'on soit à l'étape ultime de la big data, on va avoir tout un phénomène qui va être le développement d'algorithmes qui aujourd'hui n'existent pas, parce qu'on ne sait pas encore les faire, qui vont devoir, eux, vont se charger de la validité de la data, de l'extraction de la data, parce qu'aujourd'hui, extraire un homme va regarder une vidéo, il va avoir un élément qui va l'intéresser pour son business, et il va l'intégrer dans son raisonnement. Ça, aujourd'hui, une bécane ne sait pas le faire. Demain, ça fera partie aussi de l'analyse de la performance de l'entreprise. Typiquement, toute cette phase-là va prendre quand même quelques années. Donc, dans un premier temps, l'intelligence artificielle qui va être développée sur ce domaine-là, on va commencer par des algorithmes relativement simples, et puis au fur et à mesure, quand ils auront fini de jouer au jeu de Go et qu'ils se mettront un peu au contrôle de gestion avec leur IA, on devrait avancer, l'intelligence artificielle va se charger de tout ça. Donc je pense qu'il y a quand même une phase qui va être relativement longue, alors après 5 ans, 10 ans, 15 ans, je ne sais pas, qui va se charger de ça. Le contrôleur de gestion, ce qui va se passer, c'est que par contre son rôle va muter, ça c'est sûr. C'est qu'aujourd'hui, dans l'entreprise, globalement, vous êtes encore effectivement à valider de la donnée, parce que même si vous utilisez un gros ERP comme SAP a un gros avantage, c'est que l'info elle y est qu'une fois, mais elle peut être fausse. C'est le truc qui est bien. Et il faut la valider. Vous avez beaucoup de temps à croiser de l'info, vous avez beaucoup de temps à aller chercher de l'info aussi, parce qu'on vous demande aujourd'hui d'intégrer du qualitatif ou des éléments qui ne sont plus financiers, mais sans avoir les outils. Et quand il vous reste un peu de temps, on vous demande d'analyser. Non, là, la prochaine phase du métier, c'est ce qu'on disait au début, l'information va arriver propre, elle va déjà arriver apprêtée, c'est-à-dire avec des analyses initiales, que ce soit des indicateurs ou que ce soit de l'extraction d'informations à traiter derrière pour l'analyse, mais elle va déjà arriver pré-traitée. Et après, le boulot du contrôle de gestion sera réellement de comprendre pourquoi la performance de l'entreprise a été celle-ci et comment on peut l'améliorer. Et ça va être vraiment la prochaine étape. Donc un jour, oui, sûrement que la machine nous remplacera, mais l'idée, c'est que tout va changer. Mais dans les faits, non. Je pense que le métier va gagner en valeur ajoutée, va gagner en intelligence du contrôleur de gestion, c'est-à-dire qu'on vous demandera de plus en plus d'utiliser la totalité de ce que vous aurez appris dans ce cycle merveilleux de l'IAE et la totalité de vos compétences. Non, mais vous me regardez, mais moi j'ai fait l'IAE. À une époque, je suis arrivé dans l'entreprise, j'ai utilisé quoi ? 15, 20, 30% de ce que j'avais appris. Je me souviens, on faisait des trucs super pointus en finance, des trucs de malade mental. Je me disais, c'est génial. Quand je suis arrivé en entreprise, et moi, Excel. Ouais, c'est bien, c'est bien. Prévision de trésorerie, Excel. Et l'entreprise avait 15 ans de retard. Donc c'est pour ça, tout ça, je pense que oui, ça va changer, mais vous allez gagner en valeur ajoutée, et vous allez gagner en plaisir, vous allez gagner en intelligence, vous aussi. Il y a des nouveaux métiers qui sont en train d'apparaître. On en a parlé, les data analystes, je ne sais pas si vous avez entendu ça, vous avez les data stewards, les data scientists. Je pense qu'aujourd'hui, la phase suivante dans laquelle on va rentrer, je partage complètement ce qui a été dit, va être véritablement de qualifier cette data. Et avant que l'IA arrive à se mettre là-dedans, je pense qu'on a encore de belles années devant nous. On n'y est pas encore. Et je pense que dans 20 ans, alors j'espère qu'on sera encore là pour échanger là-dessus, mais je pense qu'on n'y sera pas. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions ?
Merci, bonjour. Donc justement, par rapport à ce qu'on disait sur le glissement peut-être vers des fonctions de data analyst, par rapport à ce que le monsieur disait tout à l'heure, est-ce que les contrôleurs de gestion ne vont pas justement remonter dans des fonctions plutôt informatiques et travailler plutôt sur les cubes, les data warehouse et des choses comme ça, et laisser justement le côté opérationnel et analyse de la donnée aux responsables des différents corps de métier, que ce soit les gens en supply chain ou en production, je ne sais pas. Est-ce que c'est ce glissement qui va s'opérer dont vous parlez à l'instant, vous pensez? Je vous laisse. Qui veut intervenir là-dessus? Moi, sincèrement, je ne pense pas, parce que le contrôle de gestion sera toujours le garant de l'information correcte auprès de sa structure, et qu'au contraire, plus l'information elle est générée automatiquement avec des algorithmes, et plus il faut du bon sens, et plus il faut la valider. Puisque plus c'est automatique et moins on la maîtrise, on peut s'être trompé dans l'algorithme, on peut avoir une donnée particulière qui est complètement exotique et qui ne rentre pas dans les modèles mathématiques préétablis. Et au contraire, le dernier garant de la validité, ça sera le contrôle de gestion, et aussi le fonctionnel qui connaît bien son métier. Enfin, je dirais tout simplement le bon sens. Moi, j'ai un exemple que je vis tous les jours parce que en ce moment, je bosse dans le digital pour une société qui est très friande de ce qu'on dit, de sa réputation en fait. Et tous les jours, j'ai le métier qui vient me voir et qui me dit « Ouais, les clients, ils sont pas contents. » Je dis « Oui, d'accord, sur quelles données tu te bases ?» Et en fait, ils ont 3 avis. Et je leur dis « Mais attendez... on a 7 millions de clients, tu me remontes 3 avis. Est-ce qu'avec 3 avis négatifs, tu peux projeter que 7 millions de clients ne sont pas contents? Donc ça, je veux dire, il faut un peu de recul. Alors peut-être que aussi la formation du métier va changer, et c'est ce qu'on vous demandera demain, et on va dire l'IAE va aussi muter en mettant des cours pour vous expliquer de vous méfier de tout, et des algorithmes, et surtout du bon sens, de garder toujours du recul et du bon sens. Le métier va certainement muter dans ce sens-là, mais non, on n'interprète pas. Enfin, moi je suis sur des gens très basiques qui interprètent directement et qui sincèrement se trompent tous les jours, quoi. Mais bon, et c'est là où il faut le contrôle de gestion. Juste pour compléter, moi je pense comme Lydie, c'est-à-dire qu'en tant que contrôleur de gestion, ce qu'on vous demande et ce qu'on recherche chez vous, c'est votre capacité à analyser et votre intelligence dans les propositions que vous pouvez faire après votre analyse pour améliorer. Donc ça, c'est le cœur du métier. Analyser la donnée, la collecter, aujourd'hui ça fait partie, ok, mais j'allais dire, c'est malheureusement parce que c'est obligatoire. Si on analyse de la donnée fausse, on n'a pas la bonne analyse. Donc effectivement, la première phase aujourd'hui qui peut être importante, et suivant la société, parce qu'il y a des entreprises qui ont de la data très fiable, c'est justement de collecter cette entreprise et de la qualifier. Mais le contrôleur de gestion, ça va être l'intelligence de l'analyse de la performance de l'entreprise, et plus ça va aller, plus normalement nos amis informaticiens devraient nous mettre à disposition, grâce à toute l'intelligence artificielle qui va arriver, aux algorithmes, etc., de la data qualitative. Donc, votre métier va s'élever encore plus et il va aller vers l'analyse et les propositions. Parce que c'est vraiment ça qu'on vous demande. Au niveau du contrôle de gestion, c'est vraiment là que ça se situe. Dans les faits, qu'il y ait besoin de personnes, alors des informaticiens qui comprennent les chiffres ou des fonctionnels qui comprennent un peu l'informatique pour avoir un contrôle général de l'info et que les systèmes se passent bien, oui, ok, mais ça ne sera pas le rôle du contrôleur de gestion. Et je pense que justement, le gros apport de tout ça, c'est que le métier de contrôle de gestion va augmenter son périmètre d'intervention en sortant un peu du quantitatif et du financier pour intégrer du qualitatif, pour intégrer des données qu'il ne connaît absolument pas aujourd'hui, qu'il ne traite pas, qui peuvent être diverses. Et ça va considérablement enrichir le métier dans les années qui viennent. Et ça, par contre, ça va arriver très vite. Est-ce que vous avez d'autres questions? Oui. Merci. Oui, je voulais rebondir en fait sur ce que vous venez de dire. Pour moi, en effet, c'est plus une opportunité pour le contrôle de gestion,
avec un risque. Mais comme vous l'avez bien expliqué, hein, moi je kiffe au boulot quand les opérationnels qui m'entourent n'ont pas besoin de moi. C'est-à-dire qu'ils ont acquis une certaine autonomie et une certaine expérience qui fait que, quelque part, moi, ça me laisse aussi du temps pour apporter une expertise beaucoup plus élevée sur des sujets beaucoup plus pointus. Et ce qu'on acquiert, je pense, aujourd'hui à l'école, c'est pour ça qu'on est obligé de construire ces bases avec tout ce que vous pouvez apprendre hein, aujourd'hui, c'est cette spécificité, cette connaissance technique qui va vous permettre demain d'interpréter les choses. Tout le monde est capable de lire des chiffres, tout le monde n'est pas forcément capable de bien interpréter les choses. Donc pour moi, le big data va me retirer tout le temps que je passe à traiter de l'information pour me donner du temps libre et donc vous donner du temps libre pour apporter toute votre expertise. Parce que quand une entreprise vous embauche pour cette connaissance financière-là, pas pour traiter de l'information. Donc pour moi, c'est vraiment une opportunité. Moi, j'avais une question concernant le traitement du big data. Une entreprise veut aussi protéger un peu ses données. Donc, quand on parle big data, c'est-à-dire on va mélanger des données externes et internes. Est-ce que c'est pas un risque également que ces données internes se retrouvent du coup dans le big data pour une autre entreprise et du coup d'avoir la capacité pour une autre entreprise d'être concurrente et de bien connaître, voire parfaitement bien connaître son business? C'est le problème de Google, du web, du cloud. C'est qu'est-ce qu'on fait de ma donnée, qui l'intercepte, qu'est-ce qu'on en fait derrière. Bon, moi, je vous avoue, je suis assez prudente sur ces aspects-là et je conseille systématiquement à mes clients de ne pas héberger de la donnée à un endroit qu'elle ne maîtrise pas. Donc déjà, physiquement, la stocker sur des serveurs ou des data centers qui sont en France. Et de la donnée la moins manipulée possible et qui passe le moins possible par des intermédiaires ouverts. Hein, on parlera et on reparlera encore pendant des dizaines d'années de Google. On ne sait pas ce qu'ils font de toute la donnée de tracking sur le web. Ils nous qualifient, ils nous profilent, ils nous identifient. En recoupant, on peut aller très loin. Aujourd'hui, on donne énormément d'informations sur nous, ne serait-ce qu'en recherchant des choses dans des moteurs de recherche. On peut recouper toutes ces données par différents moyens techniques. Même si on ne connaît pas le nom, on ne sait pas que c'est Lydie Tionka derrière cette recherche-là. On sait ce que j'ai cherché, on sait que je suis partie en voyage, on sait que j'ai pris des billets d'avion, on sait que j'ai réservé des hôtels. On sait... Hein non, c'est pour le boulot. Donc voilà, on sait ce que je fais quand je le fais. Pour l'instant, on ne sait pas encore pourquoi, mais à mon avis, ça ne va pas tarder. Donc oui, moi, je pense, sans être parano, qu'il faut quand même être très prudent sur le stockage et les intermédiaires qui peuvent manipuler la donnée. C'est pour ça que le cloud, moi, je ne suis pas très, très favorable, enfin, sauf si on a notre propre cloud et qu'on l'héberge, ou qu'on a un prestataire qui nous donne toutes les garanties possibles et imaginables. Et pour l'instant, on a un droit, par rapport au droit international, qui est assez protecteur pour l'entreprise, par rapport à un droit français aussi. Je pense que c'est assez important. Alors moi, c'est pas une question, c'est plutôt une observation. J'ai l'impression que le rôle du directeur financier ou du contrôleur de gestion vis-à-vis de la big data à l'heure actuelle, c'est tout simplement identifier les données qui pourraient avoir une valeur. Et là, on se retrouve un peu devant une page blanche, parce que certes, le découpage de mon chiffre d'affaires par client, par zone géographique, par produit, par prestation, tout ça, je l'ai. Maintenant, il y a toutes les informations relatives aux objets connectés, les informations qui sont sur le web et autres, où là, on se retrouve sur cette page blanche et il faut que le directeur financier, le contrôleur de gestion, prennent en charge cette réflexion-là. Je termine. Quand c'est une information quantitative, c'est relativement facile et là, les outils de BI vont intervenir et vont nous être utiles. Quand c'est une information qui est qualitative de nature texte, là, on est encore dans des outils qui sont en cours de mise au point, si je ne me trompe pas, et qui sont l'apanage de spécialistes. On n'est pas encore dans quelque chose qui est répandu dans les entreprises. Ça existe déjà. Par exemple, les données de Twitter sont publiques. Si je fais une analyse sur n'importe quoi, sur les élections présidentielles par exemple, et sur un candidat, je vais savoir si j'ai des tweets plutôt positifs et plutôt négatifs.
Et ça, sans compétences technologiques, alors c'est Twitter, etc. Mais il y a déjà cette capacité pour les éditeurs ça existe, ça fonctionne déjà. Après, est-ce que l'entreprise va la prendre en compte ? Parce qu'il faut un peu recadrer les choses. La problématique Big Data dans le contrôle de gestion, ce qui nous intéresse, en fait, c'est des indicateurs. Et effectivement, vous avez raison, sur des parties quantitatives, ce qui nous intéresse, à la fin, c'est un montant. Enfin, sur une période, mais c'est un montant. Ce n'est pas le détail des 50 millions de tickets de caisse de la journée, c'est juste un montant. Et c'est ça dont on a besoin. Sur cette partie quali, je pense effectivement qu'on est au début. Il y a Twitter, il y a Facebook, il y a des métiers des sociétés qui ont une grosse valorisation maintenant, dont le métier justement est de donner des indicateurs quanti à partir d'informations qualitatives sur de l'e-réputation, sur des informations sur les produits. Enfin, toutes les grandes entreprises travaillent déjà sur ce. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Alors, moi, je voudrais juste donner un exemple par rapport à ça qui s'est produit il y a 2 semaines. Vous avez peut-être tous entendu parler, ou vu cette vidéo où un monsieur est sorti manu militari d'un avion de United Airlines. Et je veux dire, ça, typiquement, c'est le genre d'information non structurée, puisque c'est une vidéo. Je passerai sur les problèmes sémantiques, parce qu'à aujourd'hui, on a des algorithmes, on va dire, d'analyse sémantique avec des recherches de mots qui permettent quand même assez bien d'analyser le texte sur Internet. C'est la force de Google, c'est son moteur sémantique. Donc ça, à la limite, c'est cadré, mais comment j'analyse les vidéos, comment j'analyse les images. Là, j'ai pas encore les outils d'aujourd'hui. Par contre, il faut réagir vite. Je veux dire, United Airlines, ils sont quand même très très mal suite à cette vidéo. Et là, je veux dire, c'est vraiment le problème du directeur financier, du DG. Je sais pas de combien peut chuter son chiffre d'affaires. On a l'exemple de Samsung qui a eu des problèmes de batterie, qui a perdu 30% de son chiffre d'affaires dans le mois qui a suivi. Je veux dire, là, c'est de la donnée complètement externe, mais qui n'est pas maîtrisée et qui a un impact économique immédiat sur une société. Donc c'est quand même très important de surveiller cette donnée-là. Je partage votre réflexion, effectivement, où on part d'une page blanche aujourd'hui concernant la Big Data. Si je parle un petit peu plus concrètement et en exemple de mon entreprise, aujourd'hui, ce que l'on a voulu faire, et on l'a structuré de cette manière-là, c'est qu'on a lancé des groupes de travail en collaboration avec le marketing. Mais ce que l'on a voulu faire, c'est qu'en même temps, et c'est un petit peu le message tel qu'on a pu le voir, c'est que je pense qu'il faut qu'il y ait un garant, il faut qu'il y ait une personne qui arrive à dire voilà la donnée, de quelle manière je vais aller la chercher, où est-ce que je la stocke, comment je la qualifie, et après qu'est-ce que je vais pouvoir en faire. Là, je pense que l'on a beaucoup de choses à faire avec les équipes marketing, avec les équipes commerciales. Mais pour autant, en lien avec les équipes informatiques, il nous appartient d'arriver à stocker et à qualifier cette donnée. Parce que c'est de la donnée, donc quelque part, c'est une richesse, c'est une valeur, et en nous d'en être, les gardiens du temple. Voilà. Mais effectivement, nous, on l'a fait comme ça, on a lancé des groupes de travail, parce que, bien évidemment, que seulement nous, la finance, on n'a pas cette capacité à aller dire, bon, si tu croises le client, son comportement, la météo du jour, et pourquoi il a acheté ou pas un casque, je ne sais pas le dire. Ouais, je pense effectivement que passer par les groupes de travail est indispensable, parce que c'est une compétence et c'est des connaissances qui sont nécessairement éparses, et que personne en ce moment, dans ce domaine-là, ne peut avoir la prétention de dire voilà les données qu'il faut mettre dans un tel outil. Juste pour compléter, il faut savoir que le marché va se structurer différemment. Il y a deux choses aussi qui vont apparaître, c'est-à-dire que les entreprises vont se rendre compte qu'elles disposent de données structurées, qu'elles vont être capables de vendre, même si ce n'est pas leur business initial. Et il y a des entreprises aujourd'hui qui sont en train de se spécialiser, c'est parti. Il y en a déjà 2-3 qui achètent de la donnée, toute la donnée disponible, elles l'achètent, elles ne savent pas ce qu'elles vont en faire, mais elles l'achètent. Et là où avant, on a parlé de Google, Google était un précurseur dans le big data et a développé un business qui était complètement posé là-dessus. Aujourd'hui, c'est simple. Pourquoi est-ce que Google s'est lancé dans le GPS gratuit alors qu'avant c'était un marché payant? Tout simplement parce qu'il a pu nous pister. Après,
Aujourd'hui, vous vous promenez avec votre petit smartphone, posé dans votre voiture, posez-vous devant n'importe quel supermarché, vous allez avoir un petit Google qui va apparaître en vous disant voilà les promos. Vous êtes à tel endroit, vous voulez vous mettre des photos. Et ça, c'est purement du big data. C'est-à-dire qu'ils ont collecté de l'info, qu'ils ont croisé avec leur base publicitaire, ils nous traquent sur Internet, ils nous traquent dans nos déplacements, et aujourd'hui, Google est capable de vendre de la pub à Carrefour pour qu'on ait les promos quand on se balade devant, mais ils stockent aussi nos comportements, nos données comportementales, ils les vendent à des publicitaires. Enfin, aujourd'hui, ils ont leur business. Donc eux, ils fabriquent de la big data, de la donnée, qu'ils qualifient purement interne, et ils la vendent. Mais demain, les entreprises, même si ce n'est pas leur activité principale, vont pouvoir vendre aussi leurs données. Pourquoi ? Parce qu'elles ont toutes des archives informatiques qui portent sur plusieurs années, avec des comportements de production, de vente, etc., qui vont intéresser les acheteurs. Donc on va aussi voir arriver des traders de big data qui vont venir vous acheter vos data. Donc aujourd'hui, vous avez le double raisonnement à avoir, peut-être pas en tant que directeur financier, mais dans l'entreprise, en tant que directeur financier, à vous dire, bon ok, comment le big data peut m'aider ? Et là, c'est pour enrichir l'information et pour vous permettre d'analyser de manière plus performante la performance de votre entreprise, mais aussi qu'est-ce que je vais pouvoir vendre et comment. Là, pour compléter, et vous en parliez par rapport à la page blanche, pardon, mais on est parti dans cet axe-là complètement, parce que quelque part, on est allé imaginer ce que nous avions à l'intérieur de notre entreprise qui pouvait nous permettre de faire d'autres business que nous ne faisions pas aujourd'hui. Et aujourd'hui, on acquiert énormément de data, et on s'est dit, bon, qu'est-ce qu'on peut faire ? Est-ce que déjà on est capable, je dirais, de la collecter proprement, parce que des archives photos, quand je vous parle d'opérations événementielles, on en fait énormément chaque année, et on s'est dit comment on arrive à créer véritablement des bibliothèques pour avoir de la data que l'on va qualifier, pour nous amener à faire d'autres business, mais dont on n'a même pas encore imaginé ou conçu quoi que ce soit. Voilà. Pardon. Oui. Faire un commentaire parce que j'étais d'avis en fait de ce que disait mon voisin. J'ai trouvé très intéressant l'information de Cécile sur la satisfaction du client via les réseaux sociaux. Et ça a un impact pour le contrôle de gestion. Comment analyser cette information, comment la récupérer, comment l'analyser, puisque ça va avoir un impact sur les prévisions de vente, sur le chiffre d'affaires. Donc c'est ce type d'information qu'il va falloir prendre en considération dans nos prévisions futures. Et je voulais aussi donner un témoignage. Alors, je travaille dans une entreprise, nos clients sont des assureurs et ils travaillent, je le sais d'après notre direction technique, énormément sur le big data. Donc là, je vous rejoins sur AXA et ils cherchent à savoir comment évaluer les risques avec tout ce qu'il y a, enfin toutes les informations qu'on peut trouver sur les réseaux, enfin sur le web, comment évaluer les risques, comment évaluer les impacts. Vous donniez, je crois, l'exemple sur AXA, les impacts d'une tempête. Voilà. Donc les assureurs sont vraiment sur ce sujet de la big data, mais pour améliorer leur activité et leur rentabilité, leur prévision des risques, etc. Bonjour, je voulais juste faire un commentaire par rapport à la question du jeune homme sur la transformation du métier de contrôleur de gestion. Et il n'y a pas que des informaticiens qui font des projets BI. Et il faut des gens qui aient la double compétence. Il faut des gens qui aient fait le métier de contrôleur de gestion et qui sont entre guillemets devenus des super utilisateurs et qui vont être à même de faire les projets en entreprise. Tout à l'heure, vous avez dit un peu le contraire. Et moi, je voulais rassurer le jeune homme en lui disant on peut aussi devenir chef de projet BI, mettre en place des outils, parce qu'on a la connaissance du métier, la connaissance fonctionnelle, et qu'on va pouvoir justement apporter cette compétence que les informaticiens n'ont pas. Donc on est au sein des DSI, mais on est du métier quand même. Et on a la double casquette. Je suis entièrement d'accord avec vous. C'est ce que je dis. Non, mais c'est ce que je disais dans mon troisième unique conseil. C'était que sur un projet de déploiement, il faut quelqu'un qui connaisse très bien la BI et qui connaisse aussi le fonctionnement. Ma réponse était juste par rapport à est-ce que le contrôleur de gestion ne va pas devenir un informaticien qui contrôle la qualité de la data. Ma réponse là, c'était non.
En fonctionnement normal, non, au contraire. On ne devrait plus avoir besoin de ce step-là, parce que on devrait avoir des améliorations dans les traitements qui vont faire que la data sera de meilleure qualité. Oui, je vous vois, mais c'est pareil, on en a tous souffert. Hein. La qualité de l'info, je pense qu'on peut faire le tour de la salle, c'est un vrai problème. Mais bien sûr, mais évidemment. Bien sûr, bien sûr. Mais on en est tous là. Hein. Oui, juste pour vous répondre, moi je mène assez souvent des projets BI et autres. De toute façon, un projet qui réussit, c'est pas des techniques ou des fonctionnels, c'est les deux. Pour moi, les seuls projets qui aboutissent et qui se passent bien et qui sont conformes, on va dire, à ce qu'on attendait du projet en le lançant, c'est des projets où le groupe de travail il était composé des fonctionnels et des techniques. Si vous laissez les techniques, ils vont voir que la beauté technique de l'outil. Si vous laissez que des fonctionnels, ils vont demander la lune. Et il faut quelque chose entre les deux qui soit à la fois réalisable, maintenable pour les techniciens et acceptable en termes de coût, mais qui soit surtout utilisable pour les fonctionnels. Donc moi, vraiment, tous les projets que je mène, il y a le sponsor fonctionnel, qui en général fait partie de la direction, et il y a les chefs de projet fonctionnels qui représentent les différentes directions de l'entreprise, avec des chefs de projet techniques. Bien sûr, si on a les perles rares, des gens qui ont un pied dans chaque monde, c'est là où ça se passe le mieux. Après, moi, je vous encourage, ceux qui sont fonctionnels, à aller vers le technique et inversement, parce que c'est là où on a la meilleure valeur ajoutée, vraiment. Oui. Je prendrai la dernière question, allez-y. Oui, c'est pas une question, mais c'est juste effectivement pour rebondir sur les derniers éléments. Il faut vraiment voir, je pense, la BI comme une opportunité pour vous, faut pas en avoir peur. C'est vraiment quelque chose qui peut vous permettre de devenir indispensable encore plus dans l'entreprise. Parce qu'en contrôle de gestion, ce qu'on veut, c'est aider la bonne prise de décision. Et en maîtrisant la donnée de A à Z, on peut vraiment être à l'interface de tout ça. Et si dans votre entreprise, il n'y a pas de projet majeur en BI, vous pouvez déjà commencer avec des outils comme Power Pivot qui sont dans Excel, à vous familiariser avec ça pour le jour où il y aura un vrai projet BI qui arrivera dans l'entreprise. C'est vraiment Power Pivot, c'est vraiment très bien. On peut faire sa self-BI avec, en attendant qu'il y ait un projet plus global. Ensuite, effectivement, vous pouvez utiliser les compétences des techniciens informaticiens qui sont autour de vous, mais ils n'ont pas cette notion de business partnering comme vous pouvez avoir. Et enfin, sur la big data, moi, mon avis, ce serait peut-être l'analyse des comportements d'achat, de vente sur Internet. Peut-être, si on est un peu tactique, laisser ça au marketing pour qu'ils se cassent un petit peu les dents dessus, qu'ils essuient un peu les plâtres. Et après, vous pourrez peut-être l'utiliser en tant que contrôleur de gestion ou vous mettre au pilotage de ça, la coordination de ça. Mais il y a BI et il y a Big Data, c'est pas la même chose. Merci à tous. Je vous propose, avec vos différentes interventions, qu'on puisse échanger autour d'un verre. Merci encore. Merci aux intervenants. Et merci à tous.